Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Quand c'est l'été, le podcast qui parle des camps. Pour notre 25e épisode, mon nom est François. Moi, c'est Guillaume. Bien, on est super énervé aujourd'hui parce qu'on a quand même, faut le mentionner, là, on a battu des records d'écoute de notre dernier épisode sur, voyons, Colin, j'ai Sur un la blanc. technique en Sur les gestion. techniques d'intervention loisir, le François au carré avec Guillaume, bien, on est super, super content. Là. On est proche du 1000. Fait que si jamais vous écoutez cette vidéo-là, puis qu'on n'a pas atteint 1000, allez le voir, juste comme au pire 2-3 minutes. Mais super content quand même là, d'avoir autant attiré de gens vers la technique d'intervention loisir parce que, juste pour le répéter, bien, il y avait comme besoin un petit peu là, de vision, de publicité par rapport au programme. Puis j'ai su comme aujourd'hui, c'est vraiment un super addon, mais j'ai rencontré François aujourd'hui parce que c'était l'évaluation finale de mon stagiaire. Puis il y a 24 étudiants présentement qui vont s'inscrire à l'automne. Puis habituellement, c'est des cohortes d'environ 60 étudiants. Fait que c'est comme c'est vraiment le temps, je pense, si tu penses d'étudiants loisirs, ouais. Quelqu'un là, t'en parler. Mais bref, mais sinon, super content d'avoir fait cet épisode-là. Puis, on a quelque chose de super spécial à vous annoncer, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, bien en fait, la semaine prochaine, mardi prochain, 20h, on va se retrouver au live du podcast Expérience Loisir. C'est deux gars, Frédéric et, j'oublie son deuxième nom, Frédéric et Mathieu. Frédéric et Mathieu du podcast Expérience Loisir, qui nous ont invités. Les gars ont été hyper généreux. Dans le fond, on s'est comme vu sur les réseaux sociaux, puis c'est eux qui nous ont proposé de faire ça mardi prochain, 20h, sur la page Facebook d'Expérience Loisir. On va mettre plein de pubs, nous autres ici. Mais le but, c'était juste de rassembler nos deux podcasts ensemble. Les gars, on a eu une pré-rencontre, on s'entend, la chimie était là. Puis c'était vraiment, en tout cas, pour vrai, je me répète, mais je trouve ça vraiment généreux de leur part de nous avoir invités. On est vraiment contents. Fait qu'on on va pousser ça. Et puis, on ne peut pas encore en parler encore, mais il y a deux bons projets. Je pense qu'au prochain épisode, on va pouvoir les annoncer, qui nous sont tombés dessus. Il faut comprendre que moi, François, ce projet-là, on le fait purement par loisir. Tu sais, oui, on veut améliorer constamment le projet, mais on n'a pas de visée, tu sais, de grandeur tant que ça. Tu sais, on est content que ça fonctionne, on est content d'avoir des retours de la communauté, tout ça, c'est malade. Puis là, ben, il y a deux projets qui nous sont tombés dessus, fait que, je pense qu'il va donner une petite exposition, ben pas petite, qui va donner une exposition au podcast. En tout cas, on a vraiment hâte de vous en parler. Puis merci d'être là parce que, comme François l'a dit, dernier épisode, on a frôlé le 1000 écoutes sur l'ensemble de nos plateformes. Mais peu importe les épisodes qui sortent, on touche à peu près les gens qui écoutent au complet nos épisodes. On a dépassé le 250 personnes par épisode. Fait que ça, c'est incroyable. C'est fou. On est vraiment contents. Merci à tout le monde qui nous écoute, qui nous envoie des commentaires. On l'apprécie énormément. Ah, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis effectivement, là, écoute, je ne savais pas qu'on allait dire qu'on était dans des projets en périphérie, mais effectivement, on s'est fait approcher pour des projets qu'on va annoncer bientôt. Puis on est super honorés et flattés que les gens aient pensé à nous parce que, comme l'a dit un peu Guillaume, nous autres, notre but, c'était vraiment pas de, premièrement, faire de l'argent. On voulait tout simplement parler avec passion de ce qu'on fait de passionnant selon nous, c'est-à-dire travailler dans un camp. Faire découvrir aussi des gens passionnés, pour nous, c'est super important. Puis aujourd'hui, ben, ça tombe bien. On a un épisode avec des gens passionnés qui travaillent dans des camps en région. Puis d'ailleurs, on est super content de la réponse que les gestionnaires ont fait là, sur le groupe Les gestionnaires des camps sur Facebook. Et aujourd'hui, on est super content de vous présenter Chanel Fortin, qui est coordonnatrice des programmes au camp Richelieu dans la Nodière. C'est bien important parce qu'il y a quelques camps Richelieu. Et eh bien, un petit peu émotif, là, c'est le seul camp où je suis allé, moi, quand j'étais un enfant. C'est-à-dire, on reçoit Marc Guiol, qui est responsable à l'animation au Lac Pousse. Donc, le Lac Pousse, c'est où ça? C'est au Saguenay, mais c'est à Laterrière, plus précisément. Quand tu arrives au Saguenay, suite à droite, quand tu arrives, tu vois la pancarte Laterrière, tu tournes à droite, c'est là. Fait que voilà, les gens savent maintenant c'est où le lac Pousse, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on a spécifié aussi que le camp Richelieu était bien dans la Nodière et non pas, par exemple, la Rivière-du-Loup, où il y en a un. Donc voilà, bien, bienvenue, bonsoir à vous deux. Salut! Bonsoir. Ça va bien?
Ouais, ça va super bien. Commence à faire beau ici au Saguenay. Puis là, la température a redescendu à comme 6 degrés. Fait que ça fait du Ouais. bien. C'est normal. On a un printemps normal au Saguenay. C'est la même Et là chose, là. hein. Ici, je parlais à mes beaux-parents qui me disaient comme il fait 31 à Montréal. Je suis comme ouais, non. Nous, il fait pas 31 à Montréal, à Québec, là. Il Puis fait... dans Je me la suis fait Nodière? ici avoir dans mon bureau. Là, j'ai dû aller mettre une petite laine parce que la fraîcheur du soir est arrivée. Puis c'est ça, il fait froid. Ben, super. Hey, je pense que c'est la première fois qu'on parle de météo direct en rentrant dans le podcast. Fait que c'est parfait. On a des premières à toutes. Ben, comme on l'a présenté, en fait, épisode du podcast qui est vraiment sur les camps en région. Donc, voilà. Au début de tous les podcasts, quand on reçoit des nouveaux invités, ben, on veut toujours savoir d'où part cet amour des camps-là. C'était quoi votre profil quand vous étiez enfant? Avez-vous participé à des camps? Puis c'est quoi votre cheminement pour en arriver jusqu'à votre chaise au camp Richelieu ou jusqu'à votre chaise au camp du Lac-Pouce? Donc, on peut commencer avec toi, Chanel, si tu te sens d'attaque. Je suis convaincu que oui. Ben oui, certain. En fait, moi, c'est quand même drôle. J'imagine que c'est atypique comme parcours. J'ai seulement été dans un camp de jour, moi, quand j'étais enfant. J'ai détesté ça. Ça s'est vraiment mal passé pour moi. J'étais une enfant qui était très, très calme, qui passait son temps à lire. Fait que c'était très difficile pour moi de garder le rythme. Puis voilà, donc j'ai jamais été non plus en camp de vacances. J'ai commencé à travailler au camp Richelieu en 2016 comme animatrice, simplement parce que je voulais revenir dans mon village. Le camp Richelieu est situé à Saint-Côme, dans la Nodière. Donc, je voulais revenir travailler un été dans mon village pour m'éloigner de la ville, revenir par chez nous. Puis finalement, c'est ça, j'avais pas de voiture. Fait que je m'étais dit, coudonc, où est-ce que je peux travailler? Où est-ce que j'aurais pas besoin de me déplacer parce que ma maison est quand même loin du village? Puis là, j'ai réalisé que, il y avait des camps. Je connaissais pas ça du tout. J'ai vraiment, complètement par hasard, j'ai envoyé mon CV seulement ici au camp. J'ai fait une entrevue. Je ne fitais pas pantoute. On m'a engagé pareil. Puis finalement, je suis tombée en amour avec le camp Richelieu. Puis c'est ça. Là, moi, je suis en train de finir une formation en communication politique. Ça n'a rien à voir avec le domaine des camps. Je connaissais vraiment pas ça. Puis finalement, je suis tombée en amour avec le camp. Fait que voilà. Puis, ouais, vas-y, François. Ben, en fait, j'allais poser le camp Richelieu, c'est un camp de vacances uniquement. Il n'y a pas de camp de jour aussi. Oui, en fait, Okay. Il y a plusieurs choses. On a plusieurs programmes. Le camp Richelieu accueille un programme de colonies de vacances où est-ce qu'on accueille principalement des jeunes des centres jeunesse de Montréal et de la Nodière. On s'occupe du camp de jour de la municipalité de Saint-Côme. On a ce qu'on appelle des groupes externes, des groupes autonomes, donc des organismes. On travaille avec beaucoup d'organismes, en fait, qui viennent pendant l'été. Mais on accueille aussi des répits d'épanage. Donc, un week-end sur deux, normalement, sans la COVID, on accueille des jeunes des centres qui sont référés, en fait, par les centres, par les CIUS. Donc, tous nos jeunes ont des TS pendant ces répits-là. Et c'est ça, ils viennent un week-end sur deux. Puis le week-end sur deux qu'on n'a pas de répit, on accueille des familles. Fait que, mettons, vous venez avec votre famille, vous êtes comme entre 25 et 60. Vous aurez compris que ce n'est pas très populaire en ce moment. Mais c'est ça, parce qu'on a un seul gros chalet principal. Et les gens viennent vraiment passer le week-end avec nous autres. Puis la cuisine, elle est fournie. Là, c'est-à-dire qu'on a des cuisinières qui viennent faire la nourriture. Puis on fait des activités. Là. Si les familles le veulent, on peut aller faire de l'escalade avec eux parce qu'on a un mur d'escalade intérieur et tout ça. Mais voilà, fait qu'en très, très gros, c'est ça les programmes. Puis là, on développe quelques petites nouvelles affaires là, du sport intérieur là, dans nos salles là, pour accommoder les citoyens et les citoyennes. Cool. On a Cardio Pédanaire qui vient sur notre site. Puis plein d'autres projets de ce type-là. Fait qu'en très gros, c'est ça. Puis rapidement, Julie, mettons en saison estivale, là, quand vous rentrez en mai ou même peut-être à partir d'avril, là, ça représente combien de staff, combien de moniteurs qui travaillent là pendant l'été? Pendant l'été, on a entre 25 et 30 animateurs et animatrices. On a 2 personnes à l'entretien, on a 2 personnes dans la cuisine. 2 à 4 personnes dans la cuisine. Donc, on a environ une trentaine. On est quand même un petit camp. Ouais. Puis ça, c'est compris tous les programmes. Là. Donc, le camp de jour, le camp de vacances et les groupes externes. Puis c'est quoi pour toi un gros camp? Si 30 moniteurs, c'est un petit camp? Moi, je pense que je suis dans un micro Ah oui, c'est quand même OK, mais je sais pas. Je sais pas. On dirait que des fois, en réunion, on entend des gens qui sont comme 200 animateurs, animatrices. Ouais. Puis, moi, à chaque fois, ça me marque parce que je suis comme, oh mon doux Seigneur. Mais camp de vac, ouais, c'est ça, camp de vac, 30 ou mettons camp de répit, 30, c'est un bon chiffre. Là, c'est 200, mettons, ça va être
sûrement une municipalité camps- comme ouais. Laval, ou genre, tu sais, qui Les camps de jour. sont satellites, là, puis qui ont comme beaucoup de staff, là. Je pense que ça m'a 30 animes, traumatisé. Ouais. Moi, 30 animes, tu commences à être un moyen camp, je pense. Mais écoute, c'est tellement. Il n'y a pas de lexique, hein? Je veux Non, dire, exact. Ouais, c'est ça. puis, merci beaucoup, Chanel. Ben, écoutez, moi, mon expérience de camp, en fait, contrairement à Chanel, ben, c'est pareillement à Chanel, en fait, c'est les camps de jour. J'ai jamais été dans un camp de vacances ou une colonie de vacances. Moi, j'ai migré de la France au Québec à l'âge de 14 ans, il y a 30 ans de ça. Donc, je suis rentré dans les camps de jour comme assistant monétaire pour les camps de jour de la ville de Montréal, comme en partant, tu sais. J'ai jamais été campeur au Québec dans ma vie. J'ai été campeur en France, en Europe, mais pas ici. Mais je suis rentré dans l'univers des camps de jour et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment accroché parce que pour moi, ça a été à prime abord surtout un outil d'intégration, tu sais, dans le nouveau pays dans lequel j'habitais, tu sais. Fait que petit français grand, mince, ado qui se découvre, arrive dans les camps de jour où tout le monde a juste du fun et les enfants ont du fun et c'est que le plaisir. Et par la suite, j'ai essayé justement d'intégrer les camps de vacances et d'appliquer tout ça. Et j'ai jamais réussi à être embauché Ah dans non! un camp de vacances quand j'étais plus jeune. Ça n'est jamais arrivé. Mais dans les camps de jour, j'étais tout le temps embauché, ça roulait. Fait que j'ai fait toute ma formation de camp dans un milieu vraiment urbain de camp. Mais c'était vraiment trippant. Ça apporte son lot de défis qui est différent et qui est vraiment cool. Le temps avance. Je deviens un homme, un grand garçon et un jour, je déménage au Saguenay et c'est là qu'un jour m'est arrivée l'opportunité de travailler au centre du Lac-Pouce et c'est la première fois que j'intègre les camps de vacances. Après une brève incursion un peu justement au saisonnier où François m'avait invité à venir donner des ateliers d'impro. Là, je travaille enfin pour un camp. J'ai découvert le centre du Lac-Pouce. Le centre du Lac-Pouce, c'est un centre de plein air, c'est un camp de vacances, c'est un camp de jour, c'est un camp spécialisé l'été aussi. On a tout ça l'été. Camp de jour, camp de vacances, camp spécialisé. On comprendra que là, depuis 2 étés, on ne fait que du camp de jour, mais on a tout le temps ces 3 camps de jour-là qui roulent. Et moi, donc, je suis rentré comme responsable de l'animation et je coordonne tout ça, ainsi que nos camps de répit dans l'année. Donc, comme Chanel dit, on fait la même chose à peu près. On a des camps de répit 2 fois par mois pendant l'année. On travaille donc conjointement avec différents organismes du Saguenay. Les centres jeunesse, ils sont référés. Les jeunes viennent et on les anime. Pendant des fins de semaine entières, on les fait décrocher de leur quotidien qui est parfois difficile. On a aussi tout l'aspect classe nature pendant l'année. Donc, on accueille ça à l'année longue, donc printemps, hiver et automne, qui est un aspect que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'aime vraiment beaucoup le côté des classes qui viennent vivre un moment. Puis nous, le Lac-Pouce, on est dans le méga plein air, là. Quand on arrive au Saguenay, on est la première chose que vous croisez quand vous sortez du parc. On est le bonjour au Saguenay, c'est le centre du Lac-Pouce. Il n'y a aucune autre option que ça. Vous nous envoyez la main quand vous sortez du parc des Laurentides et on est là. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça mon aventure vers les camps de vacances. Puis je serais curieux, vous l'avez tout effleuré, les deux, vous l'avez nommé rapidement dans votre description, mais l'importance de vos centres, de votre centre de plein air ou de vos camps pour votre région ou votre municipalité, tu sais, comme à Saint-Côme. En plus, Chanel t'a dit qu'on vous gérait le camp de la municipalité, le camp de jour est sur vos. Tu sais, fait que, les deux, vous avez parlé des répits, des contacts avec les CIUS. Fait que, tu sais, juste peut-être j'aimerais ça vous entendre un peu sur l'importance de vos camps sur vos régions ou villes avoisinantes.
Ben, je pense que l'impact du camp est de plus en plus présent, mais pour être vraiment honnête, il y a énormément de gens dans notre village qui ne connaissaient pas le camp Richelieu. C'est vraiment spécial parce que maintenant, l'épicerie est rendue à l'entrée du village et on est juste devant l'entrée du village. Donc, c'est quand même assez spécial parce que le camp de jour, il n'existe pas non plus depuis 25 ans. Là. C'est quand même, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait une dizaine d'années, gros maximum, que le camp de jour existe. Donc voilà, et comme on travaillait beaucoup avec les organismes et les centres de Montréal et des organismes aussi communautaires de Montréal qui viennent en groupe autonome, ben, je pense que ça faisait qu'il y avait un lien peut-être un peu moins fort, mais ce qui est vraiment le fun, c'est qu'évidemment, ça fait travailler des gens. On essaye toujours de recruter des gens dans le village ou à proximité avant d'élargir nos horizons. Puis là, ben c'est ça. Là, ces temps-ci, c'est le fun parce qu'on fait différents partenariats avec des entreprises puis des organismes de la région. Puis là, on commence, ah oui, j'ai travaillé là ou mon père a travaillé ici. Donc, c'est ça. Je pense que de plus en plus, là, on fait des efforts justement pour faire des liens avec les gens de nos villages. Fait que, en très gros, c'est ça. Toi, Marc? Ben, nous, de notre côté, oui, on a un rôle assez important quand même dans la région, mais surtout parce qu'on fait partie d'une machine importante de différents organismes qui travaillent ensemble et qui essayent de desservir la population. En ce qui vient, ce qui a trait en tout cas au camp répit là, en particulier. Et nous, en fait, aussi dans les centres jeunesse, ces mêmes références-là, on les retrouve pour nos camps l'été aussi. Là. Fait qu'ils viennent en camp de répit, mais après, ils sont référents en camp de jour parce que nous aussi, même le Lac Pouce, on donne des camps l'été gratuits à certaines familles et des choses comme ça. Donc, on essaie vraiment de garder ce contact-là avec la communauté et il y a d'autres beaux camps dans la région, comme le Patro de Jonquière, qui sont sur place. Puis il y a un camp à Bagotville aussi. Puis, mais nous, vu qu'on est présent à l'année, ça permet d'être un repère, un peu un phare là, pour la communauté. Et c'est important pour nous. Il faut garder en tête aussi que le centre du Lac Pouce existe depuis 75 ans. Là, ça a été parti par les frères au début. Là. Il y avait vraiment une grande mission d'implication dans la communauté. On essaie de vraiment garder ça vivant et très actif. T'sais. Moi, une des tâches que j'ai, c'est d'ailleurs de m'occuper de la communauté de base. Un dimanche par mois, on a des personnes âgées qui viennent faire leur messe au Lac Pouce plutôt que d'aller à l'église. Donc, moi, ça fait partie de mes tâches d'organiser ça. Même les fêtes de Pâques, il faut que je les organise pour cette communauté-là. Fait qu'on essaie vraiment d'être impliqué avec plusieurs paliers de la communauté, différents groupes de la communauté. Puis en plus, vu qu'on fait de la location de chalets et tout ça, on a plus de va-et-vient, en fait, là, ce qui nous permet d'être en contact avec la communauté peut-être un peu plus facilement, je pense. Non, puis mettons, parce que toi, tu parlais, Chanel, que c'était pas full connu le camp Richelieu. De l'autre côté, mettons, le Lac Pouce, pas que j'ai l'impression que c'est moins populaire qu'avant, mais mettons, tout le monde de mon âge, au Saguenay, que tu sois à Chicoutimi, même des fois la baie ou encore à Jonquière, c'était un passage obligatoire d'aller au Lac Pouce. C'est tout le monde allait au Lac Pouce. Puis d'ailleurs, ben, comme je le disais, moi, c'est le seul camp que j'ai été parce que je n'ai jamais été dans un camp à part en classe nature. Puis il y a énormément, parce qu'au Saguenay, on va se le dire, on n'est pas tant en ville. C'est sûr qu'à Chicoutimi, ça me peut-être un petit peu plus urbain que, mettons, à Chicoutimi-Nord, mais ça, c'est, en tout cas, on est à un pont de la ruralité. Là. mais tout ça pour dire que c'est fou parce qu'il y a le même sentiment, mettons, que je vis présentement à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Le monde, ils ont tellement la nature d'en face qu'ils pensent plus tant que ça, à part, mettons, faire du 4 roues, pêcher. Pas juste comme être en nature puis faire un loisir qui, comme avec tes chums, faire du canot. J'ai l'impression que le Lac Pouce, c'est comme des beaux endroits pour faire ça au Saguenay. Mais est-ce que tu as l'impression, Marc, que les gens du Saguenay se retournent automatiquement vers le Lac Pouce quand ils veulent faire leur réunion ou leur. C'est quoi la notoriété présentement du Lac Pouce au Saguenay? Ben, on a encore une très bonne notoriété parce que justement,
c'est à cause, comme tu dis, justement, un peu de l'historique de notre lieu et, et la, et la réalité de notre lieu. C'est quand tu rentres au lac Pouce, tu roules 150 mètres et le boulevard Talbot, tu l'entends plus. Tu es automatiquement entouré de bois, de forêts, de lacs. Et toutes les entreprises ou les compagnies qui veulent venir dans des chalets faire leur consolidation d'équipe et tout ça, ils trouvent que c'est le meilleur endroit parce que ça vient zen en 2 secondes, le lac Pouce. Donc, oui, ça vient un lieu de rassemblement euh, auquel les groupes et les gens pensent en premier. Dimanche qui vient de passer, le 23, on a réussi à faire notre journée. On est tout impliqué avec la Semaine québécoise des familles. Mais dimanche, là, on a réussi à faire notre journée. Enfin, on ne l'a pas fait l'année passée à cause de la pandémie, mais j'ai réussi à l'organiser et on a eu lieu dimanche et les familles sont venues. On a eu presque 200 personnes en bulle familiale qui sont venus avec leur pique-nique, leur gants de baseball, puis qui sont venus avoir du plaisir, participer aux activités dans leur bulle familiale, tu sais. Fait que, mais faut qu'on soit actif pour garder ça. Si on reste pas actif puis qu'on n'est pas vraiment impliqué dans la communauté puis à garder un marketing intéressant, puis accrocher l'œil des gens de façon intéressante, ben, ils vont commencer à nous oublier parce que veut pas, ben, il y a quand même de plus en plus de choses qui se créent autour de nous, tu sais. Ah, je trouve que c'est tellement une bonne, ben pas leçon, mais je trouve que c'est tellement un bon aspect qu'on mentionne pas tant souvent, mais mettons en tout cas dans notre podcast, je pense pas qu'on l'ait mentionné souvent, mais le fait que, tu sais, peu importe à quel niveau que tu es, au niveau de ta notoriété, puis de l'amour que les gens te donnent, ben, il faut que tu continues parce que comme il va y avoir de la compétition ailleurs que d'autres camps, il va y avoir d'autres loisirs, il faut sortir du lot un petit peu. Là. Ouais, puis la vie change, tu sais, les gens changent, tu sais. Comme tu disais tantôt, toi, quand tu étais plus jeune, François, c'était un passage obligatoire, le lac Pouce, tu sais, on Oh est oui. tout à l'autre au lac Pouce. Mais les parents ont changé, les décisions des parents ont changé, tu sais. Est-ce qu'ils veulent maintenant faire l'aller-retour pour aller emmener leur enfant dans un camp de jour au lac Pouce, parce qu'on offre le camp de jour? Ben, ils ne vont pas nécessairement les inscrire dans notre camp de jour quand ils peuvent les inscrire au camp de jour de Ville-Saguenay puis qui se coupent le lift. Fait. Ouais. Ça change un peu. Même en termes de fréquentation du camp de vacances avant la pandémie, on avait remarqué qu'il y avait comme une petite différence dans nos chiffres. Là, ils choisissaient peut-être un peu moins de participer. Je ne sais pas si Chanel a vu quelque chose comme ça un peu, mais de Ben, notre côté, ça peut arriver. Ben, en fait, nous, l'affaire, c'est qu'on est le seul camp de jour de dans la municipalité, fait que ça l'aide un petit peu, mais tu as dit quelque chose un peu plus tôt là, par rapport à la communauté, puis je pense que une des façons, en fait, une des choses qui est ultra importante, je pense pour moi, on est quand même on appelle ça le village, là, quand tu vas à l'épicerie, tu t'en vas au village chercher une pinte de lait. Fait que c'est ça, puis évidemment, là, Saint-Côme a grossi, puis il y a de plus en plus de gens. On le voit d'ailleurs dans nos inscriptions au camp de jour. Il y a beaucoup de saisonniers ou de personnes qui sont venues s'installer, là, sûrement à cause de la pandémie aussi, qui inscrivent leurs enfants au camp de jour. Mais je pense aussi que ce qui est spécial avec les camps, justement, dans des endroits qui sont un peu plus petits, c'est que pour se faire connaître, il faut s'impliquer dans la communauté sur une base personnelle aussi. Hein. C'est pas juste, je fais de la représentation parce que, je suis dans l'équipe de gestion du camp Richelieu, je vais aller à telle table de concertation ou je vais aller à tel événement sous la bannière du camp Richelieu. Donc, moi, en tant que Chanel Fortin, je m'implique personnellement dans ma communauté. Puis, évidemment, ça, au fil du temps, ça fait « Ah, ben oui, Chanel, c'est la coordinatrice du camp. Ah, ben peut-être qu'on pourrait faire ça au camp. » Ou « Hey, Chanel, je viens de penser, on aurait une petite réunion à faire. On pourrait-tu aller faire ça au camp? » Puis, tu sais, c'est ça. Puis, en fait, moi, la plupart du temps, les gens au village, ils m'appellent même pas Chanel, ils m'appellent Couscous par mon nom de camp parce que, tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai animé leurs enfants. Fait que là, c'est à l'épicerie. Hey, Couscous, pourrais-tu m'aider avec telle affaire? Donc, je pense que la notoriété aussi, en tout cas, dans notre cas, ça passe aussi par notre implication. Des fois, c'est plus difficile un peu. Il y a des journées où est-ce que tu files moins bien, où est-ce que tu t'en vas à l'épicerie puis que tu as envie d'aller chercher ton souper puis tu veux ressortir parce que tu es plus fatigué ou tu es moins de bonne humeur, mais il faut quand même afficher un sourire parce que oui, c'est Chanel, mais c'est aussi le camp. Donc, on a cette étiquette-là, donc ça fait que c'est spécial.
Mais c'est ça qui fait que c'est fun, en fait, parce que, tu sais, ça fait que c'est une communauté. Puis Donc, je pense, puis Chanel t'apporte, puis les deux, là, vous apportez un point ultra important qui ressort de temps en temps quand on parle au camp de vac. Tu sais, c'est en fait l'importance de s'impliquer dans son milieu. Mais ça, je pense que c'est un aspect qui n'est pas connu tant que ça du public en général. Tu sais. Mettons, les gens de Saint-Côme, ils le savent, puis ils seraient sûrement des ardents défenseurs de l'importance de ce milieu-là de ce milieu-là de plein air dans leur municipalité, mettons. Mais ça, c'est vraiment un truc, puis je pense que pour l'avenir, tu sais, on en a parlé dans d'autres épisodes que, mettons, les camps de vac, là, on est gardien de certaines valeurs, puis de concepts humains, puis tout ça, tu sais. Mais l'implication qu'on a dans nos régions en tant que nous-mêmes, là, en tant qu'être humain, comme tu viens de le dire, c'est une clé tellement importante pour la promotion de ton camp, sur la notoriété, puis pas juste en termes, là, je parle beaucoup de marketing, mais juste en termes que c'est dans vos valeurs à vous, tu sais. Puis c'est pour ça que le camp vous a rejoint, puis c'est pour ça que maintenant, vous le faites dans votre milieu, tu sais. Puis c'est pour ça que les camps, là, je fais un loop incroyable, mais c'est pour ça que les camps sont un milieu vraiment important. Parce qu'il n'y a pas juste l'animation des kids. Même si l'animation des kids découle de plein d'autres affaires positives. Ben, Mais l'implication des gestionnaires dans leur milieu, pour leur milieu, c'est hyper important. Je pense que ce que vous dites, c'est vraiment vrai. Puis Chanel, tu as vraiment amené un point super important d'être impliqué. Moi, j'en vois même les dividendes moi-même aussi d'être impliqué dans mon milieu. Juste être coach de l'équipe d'impro du Cégep de Chicoutimi, ça me permet de trouver du staff. Ouais. Juste tu sais, et tout ça, et le monde me connaisse aussi comme Hollywood qui travaille au centre du Lac-Pouce. Tu sais. Je suis dans les tables de concertation des maisons des jeunes. Je suis dans le plus de tables de concertation dans lesquelles je peux m'impliquer, je vais aller m'impliquer. Tu sais, je vais y aller. On a fait notre événement dimanche, il me restait de la bouffe. Après l'événement, je suis allé directement à la maison des sans-abri pour amener le restant de la bouffe. Tu sais, juste pour tout le temps que ça roule, ça coule. Puis, tu sais, en camp, on parle beaucoup de nos valeurs, tout ça, mais il faut qu'on regarde un peu le côté aussi dans le milieu de l'emploi. Quand tu cherches de l'emploi, on parle de réseautage. Dans le milieu de l'entreprise, on parle de réseautage, de faire des contacts, de créer son réseau. Puis, il faut que les camps... ça aille dans cette direction-là, tout en gardant la valeur, les valeurs que les camps transportent. Mais en tout cas, moi, j'essaye dans ma job, d'emmener ce côté-là, parce qu'entre autres, comme on le vit tous, là, le défi des ressources humaines dernièrement a été fou et j'ai réussi un peu à trouver des solutions en naviguant cette voie-là de réseautage et de marketing et de, juste pour... Vas-y, François. Mais en fait, je n'avais pas le choix de rebondir là-dessus par le fait que si, admettons, dans la vie, là, vous jasez à n'importe quel, aux gens d'un organisme, mettons que vous rencontrez là, le trio, quatuor, quintuor, bref, les gens qui sont dans l'administration, c'est vraiment, vraiment très commun qu'aussitôt que vous jasez un peu, hey, qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer dans ta communauté? Ça répond souvent à des conseils d'administration, ça répond souvent à des conseils d'établissement d'école, des tables de concertation, coaching d'impro. Moi, j'en fais aussi, ça m'a déjà donné du staff dans le passé. Tu sais. C'est tellement important. Puis en même temps, tu sais, les gens pensent à toi après. Comme par exemple, moi, je suis sur une table de concertation des 3, 4, 5 ans. Puis, on m'a tout de suite dit, hey, moi, je suis ergothérapeute pour la commission scolaire de Camp-Portneuf. Pour la commission scolaire de Portneuf, je pourrais diffuser tes offres d'emploi bien plus facilement que si, par exemple, tu passes par toutes les directions. Puis que c'est tellement riche ce qu'on peut apporter à notre communauté, mais ce qu'eux peuvent nous apporter, c'est hyper riche aussi. Tu sais. Puis, c'est pas de le voir pour profiter l'un de l'autre. Je pense qu'on est vraiment complémentaires. Puis, on est des gens souvent qui ont une grande gueule et qui aiment s'impliquer. Là. Fait que ça l'aide aussi. Là. Puis tu disais aussi, Marc, sur les collaborations, sur les rencontres, sur le réseautage. Je vais faire un parallèle super boiteux avec une phrase que le père à mon ami me dit tout le temps parce que je t'habillais tout croche des fois dans la vie, qui me dit « Hey, habillé de même, là, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer la femme de ta vie. » Ben, j'ai le goût de vous dire par rapport à ça, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer la personne que tu vas collaborer dans le futur et que ça va être super important pour toi à ce moment-là d'être en contact avec cette personne-là. Mais ça, je pense que vous êtes tous bons pour faire du réseautage. Là. Je pense qu'il faut saisir les occasions. Puis, tu sais, faire un peu de bout sur les RH. J'écoutais de quoi dernièrement sur
sur les camps, puis la gestion de la crise de l'emploi qu'on vit, tout ça. Puis comme le directeur de camp qui parlait, il était tellement écœuré de la difficulté de la situation, qu'il se disait écœuré parce qu'il était comme j'ai plus d'idées sur mes offres d'emploi, j'ai l'impression que quand j'ai une meilleure idée, on est 14 autres à avoir eu la même idée, tu sais. Puis il disait, moi, il dit l'année prochaine, parce que vous êtes des bons exemples de. Je pense que ça pourrait fonctionner chez vous. Moi, l'année prochaine, là, dans mes offres d'emploi, je vais pas. La seule affaire que je vais mettre de l'avant, c'est toute l'utilité de mon camp dans ma ville, genre. Ou dans tous les bons coups. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, je vais juste prendre l'exemple des répits, là, puis avec les CIUS, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent cet aspect-là. Genre, que les camps accueillent des jeunes, des fois de la DPJ, des CIUS, puis qui leur permettent, genre, de décrocher tout ça. Puis comme je me remets, mettons, à 18-19 ans, au lieu de voir l'offre d'emploi de comme, là, je suis cliché au bout, là, mais mettons, viens triper en gang, viens au plein air, ben genre, viens travailler dans un milieu qui, mais tu sais, la phrase serait trop longue, mais comme, être capable de mettre de l'avant nos bons coups qui n'ont aucun rapport avec les camps, mettons. J'exagère un peu, là, je suis intense. Mais d'effronter ça, je trouvais qu'il y avait c'était une avenue intéressante. Tu sais, parce que on se bat contre 14 organismes qui sont pareils, tu sais. Mais chacun se démarque puis a sa couleur parce qu'il fait dans sa région, tu sais. Tu sais, je trouvais ça hot, moi, de savoir que, mettons, excuse Chanel, mais je finis avec ça, que, mettons, Marc ou Chanel, tu sais, de la façon que vous êtes impliqués, si en tant qu'employé, j'ai une façon de savoir que mon futur employeur, il est impliqué dans toutes ces affaires-là, mais je trouve ça valorisant, tu sais. Tu sais, je trouve ça cool de me dire, en tout cas, c'est tout. Je trouvais ça vraiment intéressant comme réflexion de dire qu'est-ce qu'il faut fronter, là, qu'est-ce qui est vraiment important de mettre de l'avant. Puis, tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment important selon moi. Tu sais, on est toutes là, on a une mission sociale. On est, oui, OK, on fait la promotion du plein air, des activités, des vacances, mais pour nous, je prends l'exemple de nous ici, notre première mission, c'est d'accueillir des jeunes de tous les milieux, dont les milieux vulnérables, puis de leur offrir des occasions de vacances qu'ils ne pourraient pas vivre dans leur milieu naturel. Fait que ça veut dire qu'on a un impact social sur ces jeunes-là. Puis quand tu parles aux anciens, aux anciennes ou à certaines personnes justement qui viennent travailler à cause que leurs amis travaillent au camp, mais pourquoi tu veux venir ici? Ben, moi, ce qui ressort souvent, c'est parce que je veux avoir un impact sur les jeunes, ou parce que moi, je l'ai vécu, puis je veux offrir ce que j'ai eu la chance, ce qu'on m'a offert. Fait que je pense qu'effectivement, ça serait peut-être une bonne stratégie de dire justement qu'on n'offre pas seulement des vacances, puis on montre pas aux jeunes, on fait pas juste montrer aux jeunes comment faire du kayak, etc. là, mais qu'on a un impact social sur ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au camp, mais qui veulent revenir éventuellement parce que le camp, ça les a marqués. Puis moi, au départ, j'avais pas réalisé à quel point c'était vrai. Puis là, je le vois de plus en plus. Il y a tellement d'anciens campeurs et d'anciennes campeuses qui m'appellent ces temps-ci parce qu'ils veulent venir travailler. Puis je trouve ça fou parce que ces jeunes-là, je suis rendue au moment où est-ce que je les ai animés, ces jeunes-là, tu sais. Puis je vois vraiment à quel point on me l'avait dit, mais tu sais, avant de le voir toi-même, tu y crois plus ou moins. Là, tu te dis, ben voyons, j'ai vraiment un impact à long terme sur ces jeunes-là, mais oui, tu sais. Puis quand tu parles justement de mettre ça de l'avant, ben je pense qu'effectivement, dans une offre d'emploi, ça serait encore plus chouette de mettre ça de l'avant qu'on a un impact à long terme sur les jeunes qui passent chez nous. De retrouver le sens de s'accrocher à la communauté en passant par ton camp, c'est ça l'affaire. Moi, l'été passé, j'ai renouvelé toute mon équipe d'animateurs. J'en avais 28 nouveaux, 3 accompagnateurs, tout renouvelé au complet. J'en ai 2 qui sont revenus pour cette année. Fait qu'il faut que il a fallu que je réengage une équipe pour avoir 30 à 34 animateurs pour cet été, juste pour mon camp de jour. Fait qu'il a fallu que je réfléchisse à ça, puis je trouve ça intéressant ce que tu as emmené, Guillaume, parce qu'il a fallu que je réfléchisse à ça, OK, alors c'est quoi aussi l'accord à moyen long terme qui veulent être là 2, 3, 4 étés, parce qu'on parlait de nos expériences quand on était plus jeune. Moi, j'ai été au camp de jour pendant 12 étés, j'ai juste pas arrêté, j'étais accro, là, genre. Fait qu'est-ce que c'est moi qui est une bibite juste à part, comme vous autres, on est juste notre propre espèce de bibite à part, ou fait que j'ai comme commencé à avoir des lubies là-dessus cette semaine. Voyons, c'est-tu moi qui est complètement
fucké, genre, puis que je trouve ça vraiment super intéressant d'être 5 été tués dans un camp, ou... Fait qu'on dirait qu'il faut comme avoir un peu ces réflexions-là aussi en Mhm. même temps. Parce que, ben, écoute, puis moi, je l'ai vécu, là, un peu ce que tu as dit. Tu sais, moi, j'ai été dans une organisation. Premièrement, là, j'avais aucune idée là, que j'allais aimer ça, des enfants tout court. Là. Fait que m'occuper, mettons, d'eux autres, leur faire des activités, j'étais comme, wow, ça va être comme quelque chose que je vais vivre, tu sais. Mais quand tu te rends compte, mettons, de la gang qui est là pour te supporter, tu sais, c'est comme les anciens solides, quand ils reçoivent les nouveaux, puis tout, mais il y a tellement une transmission, puis il y a tellement une gang qui... Parce que moi, je pense que tu reviens parce que tu aimes les enfants, puis tu aimes ce que tu peux créer comme sentiment, mais je pense que tu reviens aussi pour la gang, puis comme ce que tu vis avec eux. Puis c'est pas... comment je pourrais dire? Ça arrive souvent que quand ils reviennent en gang, puis quand ils partent en gang. Mettons, moi, il y a des années où il a fallu que je réengage 30 personnes, mettons, quand même, sur une équipe de 90, là, le saisonnier, ça, c'était une usine. Mais ça reste que, dans le fond, je le sais que ça part en noyau. Ça part pas, genre, individuellement. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais j'ai vraiment ce feeling-là. Mais le monde, ils reviennent vraiment pour la gang parce que même au départ, je pense que ce qui les accroche le plus, c'est ça. Puis qu'ils se rendent compte, des fois, là, ils se rendent compte après le camp, là, à quel point que c'était cool leur job. Puis que, genre, quand ils étaient sur place, ils s'investissaient pas tant. Bien, ils s'investissaient, là, je veux dire, il y en a qui s'investissent moins, mais bref, tu as des gens qui s'investissaient comme à 50, 60, 70 puis qu'après le camp, ils font comme wow, OK, c'était genre ça le camp, tu sais. Mais bref, je suis peut-être tout seul comme toi, Marc, à me dire c'est donc bien fantastique. Genre, Non, ça a clairement changé un peu, je pense. Tu mhm. sais, j'ai fait une formation sur les ressources humaines la dernière fois, mais via un peu l'aspect sociologique, puis comment que les sociétés évoluent, tu sais. Puis je trouve ça intéressant de prendre d'écouter une conférence là-dessus. Puis en effet, c'était super intéressant. Ça avait un aspect complètement sociologique, là. Il y a une mouvance dans les ressources humaines, peu importe les domaines, et on n'est pas imperméable à ça, là. Non, Fait qu'il y a une mouvance là-dedans. Moi, j'avais peut-être le goût qu'on change les ressources humaines, à moins que tu avais quelque chose à dire là-dessus, Guillaume. Moi, là, ce que je trouve vraiment, vraiment hot des camps en région, puis qu'on dirait que j'ai le goût comme de baigner dans tous les camps en région, c'est l'aspect genre des petites légendes, des petites, comment je pourrais dire, parce que, mettons, là, Marc n'est pas là pour m'écouter, mais au Lac Pouce, là, il y a tellement de mythes et de légendes que j'ai hâte de voir si ça existe encore, là. Mais je me demandais, au camp Richelieu, avez-vous comme des classiques, des endroits sur le camp qui sont un peu sacrés? Parlez-nous donc un peu de votre spiritualité, de vos rituels de camp, parce que honnêtement, les meilleurs rituels, c'est tout le temps dans les camps en région. Puis ça donne de même, là. Et mon Dieu, ça, c'est un gros morceau, comme on dit, parce que, ben, pour commencer du début, nous, on avait, c'est délicat, mais on avait une thématique qui était reliée aux communautés autochtones, mais qui ne venait pas nécessairement des communautés autochtones. Donc, évidemment, qu'on fait attention, on est bien au fait des enjeux d'appropriation culturelle et on veut éviter d'aller où est-ce qu'il ne faut pas aller. Alors, cette année, on a modifié les choses, mais sans trop les modifier non plus, parce que, bon, il y a les anciens, il y a les anciennes, il y a justement la culture de la légende, de l'ambiance du camp, qu'on ne voulait pas perdre ça. Et là, éventuellement, on cherche à créer un partenariat. Là, nous, on est proche de Joliette, donc on veut créer un partenariat avec le Centre d'amitié autochtone de Joliette, éventuellement. Mais donc, pour l'instant, on a gardé notre légende comme on l'a entendu. Puis ce qui est spécial, c'est que, oui, elle a été écrite, la légende du camp. La légende du camp, c'est quand le premier directeur y est arrivé. Donc, comment le camp s'est formé un petit peu. Il y a une population sur le camp, un peuple magique là, qui habite sur le camp, et puis qui ont accepté d'offrir ce terrain-là au premier directeur qui est venu pour qu'il puisse donner des expériences en nature aux enfants. Donc, il y a vraiment une grosse légende. Là. C'est vraiment un gros truc au camp Richelieu, la légende du camp. Donc, c'est ça. On l'a gardé tel quel en modifiant certaines choses qu'on jugeait plus ou moins appropriées.
Donc, on l'a modifié au fil du temps. Puis comme je le disais, oui, elle a été écrite, cette légende-là, mais ce qui est vraiment spécial, c'est que si tu parles à une personne qui a animé ici dans les années 80, 90, début 2000, puis qui va venir s'installer cet été, puis qui va entendre un animateur ou une animatrice raconter la légende, l'essence de la légende, évidemment, reste la même, parce que l'histoire, c'est la même. Mais il y a des façons de la raconter, puis il y a des éléments qui vont avoir été modifiés, simplement parce que c'est vraiment le concept de la transmission orale. Là. Les gens la racontaient, puis moi, c'est telle personne qui me l'a raconté. Donc, évidemment, je la raconte comme telle personne me l'a raconté. Puis, donc nous, c'est ça, on a une grosse thématique ici qui est reliée à un collier. Il y a une grosse cérémonie spéciale. Je ne veux pas trop spoiler si jamais il y a des gens qui écoutent, là, qui viennent au camp ou qui viendront peut-être un jour. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un gros truc. Puis, c'est pas juste avec les enfants. Puis ça, je pense que ça vient mélanger plusieurs sujets. L'aspect de la légende, l'aspect du sentiment d'appartenance au camp, parce que, bon, là, je vais l'expliquer un peu là, parce que ça a l'air bizarre du même, mais on a le clan des gourous, OK? Fait que si vous voulez effectivement, hors contexte, oui, le clan des gourous. La première fois que j'ai vu ça quand j'ai appliqué, ça m'a fait demander si je voulais vraiment appliquer au camp. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Mais finalement, j'ai donné la chance aux coureurs. Et fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est juste que c'est des jeunes qui ont fait un séjour, qui se sont super bien déroulés dans le séjour, qui ont été des leaders positifs, ou en fait, ça peut être un jeune qui a difficilement commencé son séjour, puis qui a su se rattraper ou qui a fait des efforts. Parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, là, on travaille avec différents organismes, fait que souvent, les jeunes, ils reviennent. Donc, pour eux, ça veut dire quelque chose d'être gourou. Tu sais, c'est vraiment important. Il y en a qui ça a un peu moins d'importance, mais ils ont toujours hâte quand même à la cérémonie puis aux épreuves parce que c'est le fun à voir, c'est impressionnant. Il y a les personnages de la légende qui viennent. En tout cas, là, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de ça pendant des heures parce que c'est vraiment un gros hype, surtout qu'en ce moment, là, on refait les différents clans. Mais bref, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance au camp. Puis je pense que c'est une des choses aussi qui, pas complètement, mais en partie, qui peut aider à faire revenir les animateurs et les animatrices comme cette année. Justement, on retravaille certains aspects de la légende et ça ne sera pas seulement moi puis Julie qui est à la direction qui vont travailler là-dessus. En fait, c'est presque pas nous. Parce que c'est plus nous qui l'animons, cette légende-là, c'est plus nous qui l'animons, cette thématique-là. Ça va être l'équipe d'animation qui est en place ou qui a été en place, mais qui s'implique encore au camp. Fait que ouais, je pense que les légendes, c'est ça. C'est important. Nous, c'est comme vraiment, c'est un espèce de mythe fondateur au camp, mais il y a plein d'autres légendes aussi qui tournent autour de ça. Il y a des jeunes qui viennent, qui disent « Ah, moi, je me rappelle quand tel animateur racontait cette légende-là. » Puis quand ces animes-là viennent faire un tour, c'est à eux qu'on leur demande de raconter la légende parce qu'ils ont une façon propre à eux autres de raconter cette légende-là. Puis c'est épique quand ils la racontent. Donc, ouais, moi, je suis pourrie pour raconter des légendes, mais c'est mon activité préférée. C'est une de mes activités préférées. Donc, ouais, c'est vraiment ironique, mais j'adore écouter raconter j'adore écouter les gens raconter des légendes autour d'un feu. Là. Je trouve que c'est un talent vraiment particulier à avoir. Donc, voilà. Moi, je trouve, tu sais, c'est encore un sujet chaud, là, l'appropriation culturelle, on s'entend là-dessus. Absolument. Puis moi, je pense que, mettons, de la manière dont vous réagissez par rapport à ça, c'est super important. Tu sais, parce que on s'entend, il y a plein d'affaires qui se sont faites dans les scouts, dans camps, qui, officiellement, ne pourraient pas se passer aujourd'hui. Je vais vous conter plus tard le couloir de la mort qu'on faisait au Lac-Pouce, là. Pas sûr que vous faites encore des couloirs de la mort. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je trouve que c'est une très belle réaction que vous avez eue de garder ce qui allumait encore les animateurs, les anciens, tout en étant aussi super éveillé par rapport à cette réalité-là de ne pas pouvoir vous approprier ça, tu sais. Mais bravo. En tout cas, dans mon cas, moi, je pense que c'est super bien fait là, de votre côté, là, comme réflexion. Oui, c'est ça. Là, on en est au stade de la réflexion. On va vraiment essayer dans les prochains mois de créer ces contacts-là. On veut le faire de la bonne façon aussi. Là. On veut vraiment on cherche à s'y prendre de la bonne façon. Puis on trouve effectivement que c'est super important. Je pense que les camps
ont toujours été, puis sont encore aussi des vecteurs de changement parce qu'on l'a dit tantôt, là, les jeunes, ils viennent ici pendant des années, fait que veut pas, les valeurs qu'on transmet aux jeunes ou les valeurs qu'on porte, ben ça atteint directement les jeunes qui viennent avec nous, puis ça les transforme, puis ça les touche. Donc, si nous, on fait ces choses-là, ben ça a un impact sur l'ensemble des jeunes qui viennent au camp. On a la responsabilité de s'informer sur tout ce qu'on fait. Hein? Fait qu'une fois que tu t'informes, après, vous voyez, comme nous, là, j'ai retravaillé notre programmation pour les classes nature, puis justement, le côté légende, nous, on a la cabane des Amérindiens au Lac-Pousse. Fait que là, moi, je fais disparaître la cabane des Amérindiens. Fait que maintenant, c'est la maison longue des Premières Nations, parce qu'on a fait une maison longue, puis je suis allé, au début de l'année, je suis allé à Masteyats. Il y a un musée à Masteyats. Je suis allé faire le tour du musée, je suis allé rencontrer quelqu'un, je suis allé demander c'est quoi les tribus qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quoi la langue qu'ils parlaient, les légendes qu'ils racontaient, c'est quoi, ça contenait quoi. Puis je suis allé chercher un max d'informations basées sur notre région, tu sais. Parce que, puis là, tu sais, puis après, je suis rentré en contact avec le Centre d'amitié autochtone. Tu sais, j'ai fait ça avec ma chef de camp, Poncho. On est rentré en contact avec le Centre d'amitié autochtone pour vraiment éviter le côté politiquement incorrect de l'appropriation culturelle, mais vraiment apprendre. Donc, apprends-moi le plus que je peux pour que moi, après, je puisse apprendre à mes animateurs quand ils vont raconter leur légende, ben, s'ils veulent improviser dans leur légende, ils peuvent, mais il faut que tu improvises en ayant les vraies références. T'sais. Fait comme les mots qu'on va utiliser pour les animaux et tout ça, ben, ça va vraiment être des Premières Nations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme ça, on apprend, puis on peut peut-être se rapprocher plus facilement comme ça. T'sais. Wow! Mais c'est vraiment. Tu sais, mettons, moi, j'avais full l'excitation quand tu parlais de la maison. J'ai comme perdu mon excitation quand tu as dit amérindienne. Parce que moi, quand j'étais un kid, là, je m'en rappelle de cette maison-là. Là. Non, mais écoutez, là, je veux dire, là, ils nous arrivent, ils nous disent si vous parlez dans cette maison-là, vous ne savez pas ce qui allait se passer. Là. Fait que là, mettons, nous autres, déjà là, on avait surtout la chienne de parler dans la maison de l'Amérindien. Puis là, mettons, clairement, là, c'est sûr qu'il y en avait une couple qui était en dessous de la maison, là, puis genre qui cognait, là. Et ça fout la chienne. Ouais, parce genre... qu'on a la maison, il y a le petit cimetière à côté, il y a le totem en face, fait qu'il y a comme vraiment quelque chose qui est un peu dark, un peu louche et incorrect historiquement. Fait que c'est non, mais tout ça mélangé ensemble. Mais c'est fou parce que là, tu me dis tout ça, là, puis je me rappelle de tout ça, là, puis j'ai jamais pensé que c'était comme amérindien, on dirait, là, genre... mais tu sais, j'étais quand même vraiment jeune. Moi, en fait, on parlait de spiritualité en camp, puis les histoires, les légendes, puis s'il te plaît, Marc, conte-nous la légende du géant. S'il te plaît. Ben écoute, je peux bien compter la légende du géant que j'ai un peu modifiée, en fait. Ah oui, c'est vrai? D'ailleurs, Ah, j'ai hâte de voir. elle a comme un peu changé à travers les années parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était très... en fait, elle commençait à avoir de l'âge, la légende du géant. Fait qu'il a fallu qu'on la modernise un petit peu. Puis nous, quand je suis rentré, moi, au Lac-Pousse, il y a eu un changement de garde. Là. Plein de vieux animateurs qui sont partis. Le responsable de l'animation partait. Le dude de Montréal qui habite au Saguenay arrive en place et il y a comme un nouveau vibe. Fait que je l'ai changé un petit peu, mais ça va me faire plaisir de te faire la légende, Tu peux du géant. la résumer de façon, elle n'est pas hyper longue non plus. Là, non, elle n'est pas hyper longue. Alors, en fait, c'est bien simple. C'est l'histoire d'un géant qui habitait dans le parc des Laurentides. Le parc des Laurentides, c'est la gigantesque forêt qui sépare Québec de Chicoutimi. Et à la sortie, au milieu du parc, il y a ce petit havre de paix qui est le lac Pousse. Le lac Pousse, si on regarde à vol d'oiseau, c'est en forme de pouce. C'est un lac en forme de pouce. Il y a des
centaines et des centaines et des centaines d'années avant même que le premier colon arrive, avant même que le premier explorateur mette un orteil au Québec, en Amérique, il y avait un géant qui vivait dans le parc des Laurentides. Un jour, le géant qui a une famille, une maman géante, un bébé géant, pas bébé géant, un enfant géant, qui part à courir dans la forêt et il les perd. Il part à courir et il les cherche et il les cherche et il les cherche et il ne le trouve pas. Il cherche pendant des mois et des semaines et il ne le trouve pas. L'hiver arrive. Lentement, ça commence à geler un peu partout et il trébuche. Il tombe, il déballe en plein milieu du parc, en plein milieu de la forêt. Il tombe et il congèle là à travers les années, les décennies, les siècles. Il tombe et il pleure. Quand il gèle, il pleure et ça forme le lac. Et le géant se retrouve enterré en dessous du lac. La seule chose qui reste, c'est sa main accrochée et son pouce sur le rebord en espoir de pouvoir retrouver sa famille. Le lac aujourd'hui est rempli de larmes et a une forme de pouce. Le lac pousse. Mais Wow. pour vrai, l'essence de la légende n'a pas changé. Encore une fois, comme quand tu disais justement, Chanel, moi, cette histoire-là, je me suis fait compter quand j'étais en 3e année, puis je me rappelais que c'était un géant qui avait pleuré dans le lac. Puis, tu sais, c'est ça l'essence au final. Là. Tu l'adaptes, puis tu es capable de garder aussi la legacy du camp, là, si tu veux. C'est la recette de ma tante qui est passée, puis qu'il y a tout le temps quelqu'un qui rajoute quelque chose ou qui enlève de quoi. M'a enlevé le clou de girofle, m'a remplacé ça par du romarin. Puis là, 100 ans après, c'est la meilleure sauce à spag. C'est drôle quand des générations de camps se parlent, genre, de ça. Puis là, ça se challenge parce que, comme, ben non, la vraie version, la vraie affaire. Là, c'est comme, toi, ça fait juste 2 ans que tu es au camp, c'est impossible que tu aies la vraie version. Là. Tu viens d'arriver. Mais la première fois que j'étais autour d'un feu de camp, puis là, tu me diras, Marc, si vous dites encore ça au lac Pousse, dans le fond, moi, la première fois que j'étais arrivé au saisonnier, devant un feu de camp, tout le monde disait lapin. Dites-vous lapin? Ouais, lapin. Pour enlever la fumée, là. Ben, au lac Pousse, il disait choyer. Puis je ne sais pas pourquoi il y a juste au lac Pousse où ce qu'on dit choyer. Je comprends pas. Fait que moi, je dis encore choyer. Je suis convaincu que c'est bon mot à dire pour que la boucane change de côté. Là. Mais pourquoi, Marc? Sais-tu? Pas de réponse au choyer. J'en ai parlé à mon directeur général qui a même été il a été jeune au lac Pousse, le directeur général. Donc, il remonte même à l'époque des clubs 4H et il n'y a aucune explication. D'après moi, ça revient à l'époque des frères au début, là, quand ils ont parti le lac Pousse. Je ne sais pas, mais choyer, oyer, aucune réponse. Le mystère plane. Ben, juste rapido, Chanel, Richelieu, je ne me rappelle pas avoir vu parce que je sais que la pousse existe depuis un petit bout de temps quand même, mais Richelieu aussi, non? Oui, en fait, le camp, comme on le connaît aujourd'hui, ça fait depuis 1969. Là, sinon, pour un peu avant, je me rappelle pas des dates exactes, mais ça s'appelait le camp Saint-Clément, puis c'était par une communauté religieuse, comme pas mal toutes les camps de vacances. Comme tous les camps, Oui, exactement. Puis il y avait aussi une ferme avant sur le camp. Donc, cool. On a encore une vieille grange. Je ne sais pas de quelle année exactement elle date, mais elle est vieille en titi. Puis on l'utilise encore parce que, heureusement, elle est encore en bon état. Mais oui, c'est ça. Puis en fait, le camp appartient à une corporation des clubs Richelieu. En fait, c'est différent. Les clubs Richelieu, c'est une œuvre caritative. Et il y a différents clubs Richelieu, notamment à travers Montréal, qui sont membres du conseil d'administration. Donc, on a du financement d'eux, autant monétaire que de ressources matérielles ou parfois même ressources humaines pour nous aider dans différents dossiers. Puis c'est des gens aussi d'un peu partout. Donc, c'est toujours vraiment le fun. Mais oui, ça commence à faire un petit bout, un peu plus que 50 ans déjà que le camp il existe
comme on le connaît aujourd'hui. Puis je serais curieux, Marc, tantôt, avant que tu arrives, le Marc, vraiment au début, là, quand il était genre 7h20, Chanel, comment tu as nommé ton staff? La gang de Rich, c'est ça? La gang du Rich. La Ouais. gang La du gang Rich. du Rich. La gang du Rich. Puis je me demandais si vous aviez ça. Avez-vous ça au Lac Pouce? Comment vous vous appelez? Hey, on n'a pas de titre de nom d'équipe. Non, il n'y a pas. Non, il y a quelqu'un l'année passée qui a essayé de partir l'équipe des pousseux, puis là, ça n'a comme pas tant levé. Il y a une couple de mauvaises jokes qui ont été faites, puis là, ça a juste jamais levé. Mais non, on n'a pas de nom d'ensemble mais ça serait dur à battre la gang du Rich. C'est très La cool, la gang gang du du Rich. C'est un Rich. côté un peu hip-hop, c'est un côté Ouais, hip-hop ça fait un peu cool. gangster sur les bords. Là. Je l'ai dit, Ouais. vous l'avez soulevé, puis après ça, je me suis dit, ouais. Ouais, Ah. non. Non, Ouais, mais je on trouve ça dirait nice. que- Moi, je trouve ça nice. Depuis que tu as dit ça, Chanel, là, j'essaie de trouver genre comment je vais appeler ma gang cet été. Là. Les CP9, je sais pas. Là. C'est Un très bel fort, essai, ça c'était vraiment un bel essai. Ouais. Moi, ça me fait juste penser. Avez-vous vu quand vous étiez plus jeune le film Richie Rich? C'est un Ouais. vieux film. Ah, ça me fait juste penser à ça. La gang du Rich. Non. Ah, tu vois, moi, la gang du Rich, je sais pas, ça me fait penser. J'ai 50 Cent dans la tête. Je Ouais. sais pas, j'ai comme Get Rich or Die Trying dans la tête. Je sais pas pourquoi. Ah, ça pourrait être votre slogan sur Instagram. Get rich or die trying. Trying. Get rich. Genre, essaye d'aller au camp rich or die trying. C'est incroyable. C'est le Ça genre va. de branding à Colin. Ouais. C'est clair. Si tu connaissez pas Colin, il fait des visuels de Bernie Sanders qui demande de venir à son camp. Là. Ouais. Mais en tout cas, ce que je voulais en fait aller sur d'autres sujets, toi, en fait, Marc, puis peut-être que Chanel, tu seras capable de corroborer par rapport à ça, c'est qu'en fait, je me pose toujours la question à quel point les jeunes ont des profils différents d'un milieu urbain à un milieu justement plus en région, plus rural. Puis toi, tu sais, Marc, étant donné que tu as travaillé comme à Montréal, peut-être qu'en même temps, les jeunes changent énormément. Là. Je ne sais pas si justement vous allez être d'accord avec moi par rapport à cette affirmation-là, mais est-ce que vous avez vraiment comment je pourrais dire, des exemples concrets de en milieu urbain, ça se passe plus comme ça, en milieu rural, ça se passe un petit peu comme ça? Puis vous le voyez peut-être pour donner une piste aussi, peut-être que vous le voyez dans l'accueil d'école, tu sais. Moi, je me rappelle là, quand j'étais en camp de vac à Trois-Saumons, puis qu'on faisait des classes nature, ma clientèle d'été versus, mettons, ma clientèle qui venait de différents milieux, parce que mes écoles, j'avais différents milieux, il y avait quand même un clash. Clash n'est pas péjoratif nécessairement, mais il y avait quand même une différence. Là. Ben, c'est certain. Ben, pour ayant travaillé dans les deux milieux, ouais, moi je remarque quand même une différence. Je pense que la différence, c'est vraiment. Oh my God. Comment je vais expliquer? Je pense que la différence est vraiment plus dans le rapport à la différence. Ouais, je comprends. Ouais, mais Ok. c'est Alors, clair en étant vague. C'est ouais, parfait. c'est ça. Si au Saguenay, par exemple, ça m'est arrivé là, il y a quelques étés d'avoir une famille d'Irakiens qui sont nouvellement immigrés au Québec et qui ne sont pas à Montréal, mais qui sont à Chicoutimi. Fait que déjà, c'est quand même assez rare qu'une famille d'Irakiens soit à Chicoutimi quand ils viennent d'arriver. Normalement, ils vont être plus dans un milieu comme à Montréal ou même à Québec. Mais intégrer les enfants, ça a été vraiment, c'est un défi qu'on a vécu par rapport aux autres enfants. OK? Puis on va voir même à l'intérieur, même de Chicoutimi, si quelqu'un vient de Chicoutimi-Centre, de la ville en tant que telle, ou de Jonquière, de l'intérieur de la ville de Jonquière en tant que telle, par rapport à quelqu'un qui vient de Falardeau. OK? Falardeau, c'est dans le bois. C'est le village dans le bois. Puis c'est un enfant qui vit dans... Je fais de la chasse, de la pêche, du 4 roues et du skidoo avec mon père.
mais que l'enfant, lui, qui vient d'un milieu urbain, il va au musée du fer avec son père, il va au festival Regard voir des courts-métrages avec son père. Ben, tu sais, quand ils vont arriver au camp, il y a un clash qui existe. C'est là qui existe. On n'a pas de grandes problématiques, tu sais, on n'a pas de grandes problématiques entre les enfants, mais je dirais que c'est le rapport à la différence qui... L'inconnu leur fait pas peur. Il n'y a pas de mais tu vois qu'il y a quelque chose. Dans les milieux urbains, quand je travaillais dans les camps de jour, vu que tu pouvais, par exemple, avoir, s'il faut même, 22 groupes multiethniques différents, puis que tu pouvais avoir, tu sais, puis que tu étais dans un milieu urbain, là où tu voyais la différence, puis qui capotait et qu'il y avait un clash, mais c'est quand on avait une activité dans le bois, tu sais. Puis qu'on allait dans le bois, puis qu'ils font comme non, là, j'ai pas mes repères, ça fonctionne pas. Puis là, ils devenaient comme désorganisés. Puis là, ça devenait une problématique parce que tu voulais aller faire des activités. Fait que, en tout cas, moi, c'est mon observation. Je pense que ça se passe bien en général, mais des fois, ça peut être un défi. Comme nous, je suis très content de ça, là, mais on fait de l'accompagnement avec des autistes. Donc, on a des autistes qui sont des zones 1, zone 1.5, donc qui sont quand même en capacité de communication et tout ça, mais c'est quand même des autistes qui ont besoin d'accompagnement. J'ai remarqué, puis nous, au Lac-Pouce, on est dans un objectif d'intégration dans les groupes. Donc, ils ne sont pas en accompagnement parallèle ou ce qu'ils font des activités, un animateur pour 2 jeunes tout seul dans son coin toute la journée pendant tout l'été. Il faut qu'ils s'intègrent à un groupe et qu'ils aient participé aux activités. Ben, je remarque une amélioration avec nos jeunes, là, de plus en plus, que là, quand les jeunes autistes arrivent, ben, c'est plus des jeunes autistes, c'est juste des jeunes. Des jeunes. Mais Dylan, ben, il ne peut pas parler comme les autres, tu sais. Ça se peut qu'il aille péter une coche pendant 1 heure dans le coin là-bas, parce que c'est ce que Dylan fait. Fait que, tu vois, on fait des pas vraiment dans le positif, dans ce sens-là, je pense, au niveau de la différence. Qui est un mot que je déteste en passant, je tiens à dire. Le mot Le mot différence. différence? Oui. Pourquoi? Je trouve que ça crée des clivages qui ne sont pas nécessaires. Tantôt, on parlait d'appropriation culturelle et tout ça. Je pense que si on laisse tomber un mot comme le mot différence, on va peut-être faire preuve de plus d'ouverture naturelle en général. Puis est-ce que c'est vraiment de la différence, tu sais? Du fait que, est-ce que, mettons, juste l'exemple de Dylan, mettons qu'il y a à certains moments clés. Moi, je prends tout le temps l'exemple je me base tout le temps sur l'exemple des jeunes qui ne sont pas capables, qui ont des difficultés d'être dans des lieux très bruyants. Tu sais, quand on est dans des races et qu'ils ont des coquilles, pour moi, ça, c'est pas de la différence, là. Genre, c'est pas. Mais dans ce qu'il est comme individu, comme personne, comme ce qu'il est fait en sorte qu'il y a certains moments, certaines habiletés qui sont pas comme les autres, mais je sais pas. En tout cas, je sais pas, mais c'est parce que c'est ça, je trouve qu'on tombe dans l'étiquette en mettant ce mot-là, mais il y a une mauvaise éducation, puis il y a une mauvaise perception des choses quand on tombe là-dedans, je trouve. Parce que comme tu dis, Marc, plus les jeunes vont amener à les côtoyer, ben à un moment donné, ils ne les nomment plus comme ça. Ils vont juste dire qu'ils parlent comme ça, ils agissent comme ça. Mais ils ne vont pas le catégoriser comme un comportement différent du leur. Ils n'auront pas un nom pour dire. Ben, exact, ils n'auront pas un nom. Un mot ou une qualification. Si on le mot, j'imagine que ça va être parce que c'est un adulte qui a dit ou le jeune lui-même. Puis s'il dit un mot que c'est vraiment, vraiment pas ça, là, c'est à nous d'intervenir pour justement que ce jeune-là utilise un vocabulaire qui, encore là, traite de l'aspect qui est divergent du jeune. Je ne voulais pas dire différent. Mais... quand même. Mais ouais, je pense que Marc t'a donné un truc par rapport à la forêt. Moi, je pense que c'est là que je le vois aussi là, beaucoup. Les jeunes qui viennent de régions plus urbaines vont être un peu plus nerveux quand on va rentrer dans la forêt. Parce que je pense que c'est François qui disait ça tout à l'heure. Là, effectivement, ils n'ont plus de repères. En tout cas, je ne sais plus qui disait ça, mais effectivement, ils n'ont plus de repères. Ils connaissent
pas tant ça. Tu sais, moi, il y a un jeune qui m'a déjà dit qu'il fixait la montagne pendant un grand jeu, puis je lui ai demandé ça va, t'es-tu correct? Ça te tente pas de participer? Il me dit ah non, je faisais juste regarder la montagne. Je dis ah ben, il n'y a pas de problème, tu trouves ça beau? Le jeune va avoir 15 ans. Ouais, j'ai jamais vu autant de sapins de ma vie. Wow! Puis, tu sais, c'est ça. Puis ça, évidemment, que il y a une grosse différence avec nos jeunes du camp de jour qui viennent de la région. Là. Moi, c'est un jeune ici qui m'a montré comment bûcher. Là, c'est sans blague. Là. Pendant une activité, il m'a montré comment tenir la hache il y a une couple d'années. Puis, tu sais, eux, ils n'ont pas peur, ils partent, puis ils se sentent super à l'aise dans le bois. T'sais. Mais je pense que les différences, je les verrais surtout au niveau socio-économique. Pas tant urbain, rural, mais vraiment plus au niveau socio-économique. On a beaucoup de jeunes qui sont surpris de voir que les autres jeunes qui semblent être, qui sont comme eux, en fait, ben voyons, comment ça, ils ont pas de. Comment ça, il n'y a pas de filet de course, lui? Ben voyons, comment ça, il n'y a pas de brosse à dents? Puis, tu sais, c'est à ce niveau-là, c'est plus à ce niveau-là qu'on le voit. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui se rendent compte qui sont privilégiés par rapport à d'autres, tu sais. Juste pendant les activités, faire jouer au ballon chasseur ou, je sais pas, faire une activité qui va demander plus de motricité fine. Il y a des enfants qui n'ont pas pu développer cette motricité-là à cause du milieu duquel ils proviennent. Moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué au camp, qu'il y a des enfants qui nomment très clairement. Ils sont pas... c'est pas dans le jugement, c'est vraiment dans l'incompréhension de comment ça, cet enfant-là a le même âge que moi, puis qu'il n'a pas la même chose que moi, puis qu'il n'a pas les mêmes capacités que moi. Fait que, ouais, au niveau, je dirais qu'il y a plus un clash au niveau socio-économique que rural et urbain. C'est tellement un excellent point que tu emmènes, Chanel, puis surtout que ça, c'est renforcé, je pense, dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, la différence socio-économique, elle paraît encore plus des fois. C'est fou. C'est vraiment bizarre un peu, là. Peut-être que je dis ça parce que quand tu peux être dans une ville comme à Montréal où tu vois des méga grosses cabanes à 10 millions, comme tu vois des appartements presque taudis ou des taudis, mais dans les milieux ruraux, il y a comme cette espèce de de pensée qui existe, que tout le monde a comme une maison, puis avec une ou deux voitures dedans, puis que tout le monde a comme un papa qui travaille avec un travail Ouais. qui va, tu sais, à l'usine, puis maman qui a une job, tu sais, à l'hôpital, puis tu sais, ou que... Puis il y a cette espèce, mais... Tu sais, il y a des coins de Chicoutimi là, où la pauvreté existe. Là. Il y a des coins de Jonquière là, où la pauvreté, elle existe. Là, tu sais. Puis j'imagine que dans ton coin, Chanel, c'est la même affaire. Là. Et des fois, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Là. Des fois, les jeunes, ça paraît. Là, tu sais. Nous, à Chicoutimi, t'as un quartier à Chicoutimi là, qui est autour du séminaire de Chicoutimi. Puis tout ça, c'est tout des belles baraques dans ce coin-là. Là. C'est vraiment des belles maisons. Puis c'est des juges puis des joueurs de hockey là, qui habitent là. Là. C'est pas, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu croises quelqu'un que lui travaille à la shop, puis à la shop, on vient de couper les heures, puis que le garage vient de fermer, ben, les jeunes, ils s'en rendent comme pas compte de ça. Ils s'en rendent compte dans le camp. T'as complètement raison. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant. Il n'y a pas tant d'autres. Tu sais, en dehors de l'école, c'est tout le temps ça ma cassette, là, mais en dehors de l'école, il n'y a pas beaucoup d'autres milieux qui vont les mettre devant ce fait-là. Non, exact. Tu sais, que dans ton même groupe que tu vas amener à côtoyer, réaliser des affaires. Puis, tu sais, ça revient à la cassette que, genre, c'est encore une place, je pense que les camps ont d'important dans l'éducation sociale des jeunes. Là. Il n'y a pas beaucoup d'autres milieux où ils peuvent être en contact comme ça, où si franchement, on va dormir ensemble, on va aller en expé ensemble, on va faire des activités ensemble. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, la seule affaire que j'ai vécue à Jonquière, je pense que, mettons, sans que ça soit le camp ou l'école, pour comme être avec des gens de différents paliers socio-économiques, c'était le skateboard. C'est con, là, mais genre, mettons, il y avait moyen pour toi d'avoir une planche comme pas nécessairement trop chère, mais même là, pour certains jeunes, on s'entend que c'est un gros coût. Mais tout ça pour dire qu'on dirait là, que vous m'avez éveillé sur quelque chose là, que j'avais jamais pensé, même que j'avais jamais pensé quand j'étais enfant. On dirait que pour moi, quand j'étais enfant au Saguenay, ça n'existait pas nécessairement, genre, mettons, des familles qui étaient dans des appartements. Tandis que, mettons, à Montréal, c'est sûr
que la majorité ou presque sont comme dans des appartements, mais on dirait que tu ne réalises pas nécessairement ça quand tu es un enfant en milieu rural. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça qui est arrivé. Puis toi, mettons, Guillaume, là, à Trois-Saumons, y a-tu différents paliers socio-économiques dans les participants? En toute transparence, pendant l'été, là, quand tu vois le prix des séjours, là, c'est quand même des gens qui ont des moyens. Là. Quand tu regardes les voitures qui rentrent au camp, tout ça, c'est vraiment des gens qui ont des moyens. Mais ce qui est hot, par exemple, c'est que, comme tout camp, il y a une fondation, tu sais. Puis il y a une fondation qui va payer des séjours à des jeunes qui n'auront pas les moyens de venir à ces camps-là. Puis c'est là que ça crée des moments importants, tu sais. Puis l'exemple le plus cliché, c'est, mettons, on a un camp de voile. Là. Genre, pour être capable de te payer le camp de voile puis l'expé de voile, il faut quand même que tu débourses un bon montant. Puis genre, quand dans ces groupes-là, tu as tout le temps une fille ou un gars que, mettons, son séjour a été financé à 80%, puis que parce que j'ai un exemple clair en tête là, d'un séjour que comme il y avait de l'attitude dans le groupe, tu sais. Puis les 2-3 personnes qui prenaient, 2-3 kids, mettons de 14-15 ans, qui prenaient tout pour acquis, puis que le camp est à eux, puis nanana, nous on est là pendant un mois, ça a coûté 5 000 $ à mes parents, puis tout ça, tu sais. Puis là, tu as un kid par lui-même qui sauve, tu sais. Puis qui dit, moi, les gars, c'est pas tout ça ma réalité dans ma vie, tu sais. Puis là, ça m'avait saisi, tu sais, 15 ans, là. Tu sais, moi, ma vie, c'est ça, ça, ça. Il était pas mal pris, mais il était pas dans la même game que ces gars-là, tu sais. Il dit, moi, j'ai pas accès à ça. Moi, je peux pas faire de la voile quand je veux à n'importe quel jour de l'été. Là. Moi, la voile, je peux juste en faire 2 semaines là parce que je viens au camp, genre. Puis tu sais, c'est juste que c'est ça. Puis je trouve que c'est une chance qu'on réussit. Puis tu sais, il y a Yannick Godin de l'Estacade qui parlait de ça dans un épisode, de dire il y a une réflexion, puis je pense que ça va au-delà des gestionnaires de camp, je pense que ça va dans les dirigeants, mais il y a une réflexion à avoir que le camp devrait être accessible à tout le monde, pas juste au top puis au bas. Tu sais, le milieu, parce que tu sais, le bas, même, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où les fondations permettent à une certaine clientèle d'y avoir accès, mettons, puis après ça, tu as le reste qui a vraiment des moyens qui réussissent à aller au camp. Puis là-dedans, tu as genre des parents qui vont faire des gros sacrifices parce qu'ils croient là-dedans puis ils les envoient. Mais c'est clair que tu sais, une chance qu'il y a des programmes comme les classes nature, mettons, qui rendent les camps accessibles, des choses comme ça, parce que dans plusieurs camps de vacances, ceux qui réussissent à y avoir accès, c'est des gens qui ont des moyens. Là, mais les camps, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la dernière, tu sais, c'est un peu comme la mise à niveau, là, tu sais. Oui. C'est la mise à niveau de tous ces gens-là. Parce que si tu regardes le milieu scolaire, si tu viens si tu vas dans une école publique qui n'a pas beaucoup de sa part du gâteau par rapport à quelqu'un qui va dans une école privée ultra chère, ben, il n'aura pas le même niveau d'éducation au bout du compte, même si on lui enseigne le même programme. Fait que le camp devient comme la mise à niveau. Je sais que nous, nos camps de répit, oui, on a les références, mais on a ouvert aussi les camps week-end d'évasion. Fait que si quelqu'un veut juste inscrire son jeune et payer le camp pour la fin de semaine, puis envoyer son jeune pour la fin de semaine, il peut acheter une place pour son enfant. Puis cet enfant-là, s'il faut, il va dans une école privée, ses parents sont aisés, mais ses parents vont l'envoyer là pour la fin de semaine, puis ce jeune-là, ben lui, il va passer la fin de semaine avec 6 jeunes qui sont en centre jeunesse et qui sont en train de vivre des divorces, puis des problèmes de consommation à la maison, puis des ci, puis des ci, puis des ça. Et là, ils apprennent à se connaître, puis à ouvrir les yeux, puis ça a un impact. Fait que là, on voit encore plus l'impact que les camps peuvent avoir, parce que là, ça va avoir pas juste un impact dans le court terme, là, on tombe dans le moyen et long terme. Là. Ouais. Puis au-delà des réalités socio-économiques aussi, je pense que, puis moi, c'est un des aspects de mon travail qui me motive le plus. La mixité sociale, en fait, va au-delà des aspects socio-économiques. Parce que, je sais pas pour vous, mais nous, ici au camp, pendant que les jeunes, pendant l'été, donc pendant qu'on a les jeunes du camp de jour, pendant qu'on a les jeunes du camp de vacances, qui sont référés par différents travailleurs sociaux, bien, on a aussi des personnes âgées qui viennent en séjour sur le camp. On a des personnes avec des déficiences intellectuelles qui viennent. On a la Fondation des aveugles qui viennent. Il y a des jeunes c'est des jeunes neurotypiques, mais qui ne voient pas. Donc là, tous les autres jeunes qui ont toutes des réalités différentes, mais sont en contact avec d'autres réalités aussi qui parfois, ils ne réalisaient même pas. Mais voyons, pourquoi cette personne-là là-bas se promène avec une autre personne qui lui tient le bras? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bien, cette personne-là ne voit pas.
Donc, elle a une accompagnatrice avec elle pour l'aider à voir. On a des personnes qui viennent des maisons de personnes qui vivent de la violence conjugale à la maison. Mais souvent, les enfants de ces femmes-là, on les inclut dans la colonie de vacances. Mhm. Les femmes, les différents participants, participantes, les personnes âgées, ceux et celles qui ont une déficience intellectuelle, vont être en contact avec les jeunes, mais vont aussi être en contact avec les animateurs et les animatrices. Puis ça, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est formateur pour les jeunes qui viennent au camp, mais c'est aussi formateur pour les jeunes adultes qu'on accueille, qui viennent travailler avec nous. C'est des jeunes qui ont pour la première fois des expériences de travail, mais des expériences de vie aussi. La première fois que tu te retrouves dans un chalet avec un grand monsieur, là, gros comme ça, qui a une déficience intellectuelle, qui te prend pour te faire un câlin là, à 17 ans, tu n'as jamais vécu ça, tu sais pas c'est quoi une déficience intellectuelle, tu es comme, oups là, et comment je réagis face à ça, tu sais. Donc, ouais, moi, personnellement, l'aspect de la mixité sociale, c'est une des choses qui me flabbergaste en camp. Je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est que ça va au-delà des réalités socio-économiques aussi, là. Mais pour vrai, je ne sais pas pour vous autres, mais ce que tu viens de dire, Chanel, là, je trouve que dans les aspects des camps, pas qu'il est le plus underrated, mais que je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit nécessairement dans le plaisir, dans le plein air, dans la bonne humeur, où ce que tu peux mieux apprendre ces différences-là chez les autres. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas, probablement là, que dans votre gestion d'animateur, là, vous avez dû expliquer, je ne sais pas combien de fois, c'est quoi, mettons, les différences. Excuse-moi, Marc. C'est pas grave, mais non, écoute pas la tête. mais mettons, tu regardes ta feuille, un animateur là, qui n'a jamais fait ça, là, qui ne connaît pas tant que ça, les caractéristiques des enfants, il a eu sa formation, mais pauvre lui, ça n'a pas tout rentré, puis qui voit Asperger sur sa liste, puis qui est comme, oh my God, c'est quoi? Je veux dire, à quel point vous avez dû expliquer à des animateurs, mais non, le jeune, là, il est comme tous les autres jeunes, sauf que ça, il faut que tu fasses attention. Ça, il aime vraiment ça, fait que priorise ça. Il y a comme des apprentissages genre, hey, mais voyons, il y a autant de différences qui existent chez les gens. Ouais. Lui, peut-être qu'il n'y en a pas d'amis qui avaient comme cette réalité-là à l'école. Fait que, non, je trouve ça vraiment cool. Puis comme tu disais, Chanel, juste d'expliquer comme à un jeune, ben oui, comme lui, il a besoin d'un chien d'assistance pour pouvoir se déplacer parce qu'il ne voit pas. Je trouve que c'est une super belle ouverture qu'on apprend aux enfants et n'oublions pas l'importance qu'on a chez nos animateurs dans les citoyens de demain. Là. On a beaucoup à leur apprendre, je pense, dans le métier. C'est entre autres, tu sais, moi, j'aime bien suggérer dans leur programmation de l'été, dans leur semaine, qu'ils se trouvent des moments de conversation avec leur groupe. J'ai moi-même 2 enfants. Mon fils va au Lac-Pouce il y a 10 ans. Il a été dans un groupe l'année passée. Moi, je suis divorcé avec 2 enfants. Puis je vis en appartement. Alors, il s'est fait demander par un enfant qui, lui, ses parents ne sont pas divorcés, puis qui vit dans une grosse maison. Ah ouais, comment ça que toi, tu vis dans un appartement avec ton père? Mais dans son groupe aussi, il y avait un enfant que lui, il avait 2 mères. Ses parents sont homosexuels. Fait que s'ils peuvent trouver des moments où il y a des moments de conversation qui sont emmenés en activité, nous, au Lac-Pouce, on appelle ça une activité J'y vois clair, un JVC. Fait que tu vas faire un J'y vois clair, puis tu fais juste stimuler une conversation autour d'un feu, autour d'un lunch, autour de la période de dîner. On utilise la force des camps qui est l'animation pour créer un échange et un contact, et on crée de futurs citoyens qui vont être très intéressants. Et ça, comme Chanel, tu l'as dit, ça a un impact sur nos animateurs aussi, parce que nos animateurs sont jeunes. Là. J'ai engagé des 15 ans cette année, j'ai engagé 2 15 ans. Là. Fait que quand tu as des 15-16 ans, ils ont des choses à découvrir encore aussi. Là. Moi, quand j'avais 15-16 ans, je pensais que je savais tout, mais je savais sweet fuck all. Je ne savais rien pantoute de la vie, à part quand j'avais faim, soif. Et fait que, important à faire. Moi, c'est entre autres pour ça qu'avec le Lac-Pouce, je voudrais qu'on commence à faire de plus en plus d'activités avec différents groupes d'immigration. J'aimerais qu'on s'implique
plus avec les groupes d'immigration dans notre région, qu'on accueille un peu plus de jeunes issus des milieux immigrants. On a du travail à faire là-dedans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le rapport avec les Premières Nations aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre région à ce niveau-là. C'est pas tout le temps facile avec les Premières Nations. Je veux dire, pour les Premières Nations, je suis désolé. Fait que, moi, j'aimerais qu'on aille dans cette veine-là pour continuer l'échange, justement. Je pense que, ouais, non, c'est ça. Puis je pense que c'est une sensibilisation que tout le monde a, puis qui est de plus en plus mis de l'avant. Tu sais, dans les camps, là, un bon exemple, si on regarde nos voisins, là, je trouvais ça vraiment intéressant, mais mettons, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vivent avec le racisme? Donc, en ce moment, il y a eu plein de drames dans la dernière année, tu sais. Puis depuis à peu près, depuis les derniers événements les plus graves, tu sais, l'association des camps là-bas a dit, le premier vecteur de changement, là, on vous le promet, ça va être nous autres. Genre les enfants qui vont venir dans nos camps, puis les moniteurs qu'on va avoir dans nos camps. Puis, ils ont fait un gros plan d'action dans les formations qu'ils veulent mettre de l'avant, tout ça. Puis, ils ne disaient pas nécessairement comme un statement. Ben oui, ils disaient comme un statement, mais moi, ce que je trouvais hot, c'était de dire on n'a aucun doute que ça va fonctionner. Comme, inquiétez-vous pas, là, on arrête. Là, eux, ils étaient dans un discours de comme on aurait peut-être dû l'adresser avant, patati patata, mais c'était juste le bout assumé de comme on va pouvoir amener du changement. La première gang, la première ligne, là, avec les jeunes, avec les moniteurs qui va pouvoir amener du changement, ça va être nous autres. Puis on en fait foi de on va le faire. T'sais. Puis je trouvais ça. C'est ça. Puis l'immigration au Québec, c'est un sujet chaud. Là. Comment bien intégrer les nouveaux arrivants, respecter leur culture, mais en même temps leur faire connaître la nôtre. Puis encore là, tu l'as dit, Marc, là, les camps, Puis c'est cool parce qu'on peut le faire sans se dénaturer, tu sais. Dans notre animation, dans qui on est, dans le cadre de notre camp, on fait ces gestes, comme Chanel l'a dit, on fait ces changements-là. On est vraiment on part de la prémisse que justement, ben, quand tu as été en camp, puis tu as travaillé en camp, puis que ces gens avec qui tu as travaillé en camp, puis que tu as été enfant en camp, ça reste tes amis après pendant des années et des décennies. Ben, imagine, là, on fait des contacts en différents groupes sociaux, puis avec des personnes qui viennent de plein d'endroits différents, puis ils vont rester amis pour la vie, ça fait un peu kumbaya, mon affaire, mais bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vrai. Puis, ça fait un peu kumbaya. Puis peut-être pour conclure, là, ça serait intéressant parce que les deux, je pense que vous avez vraiment vos camps dans la peau. Là. Ça se sent quand vous parlez. Là. Je ne sais pas si j'aimerais ça vous entendre peut-être sur un moment marquant de votre passage, toi, Chanel, à Richelieu, puis toi, Marc, au Lac-Pouce, des moments qui ont été importants. C'est marquant, c'est peut-être trop intense, là, mais des moments qui ont été importants dans votre parcours, dans vos camps. Ah, excellente question. Ou peut-être un moment où ce que vous vous êtes dit « Wow, je veux être ici. » Wow, je vais rester comme... mon objectif, c'est de rester ici pour continuer ce que je fais. Ben, moi, tu sais, vous me dites ça, puis j'ai comme plusieurs petites affaires en tête, mais je pense que la première fois où est-ce que je n'étais pas du tout encore au stade de me rendre compte à quel point le camp, ça allait changer ma vie, là, ben, on n'embarquerait pas dans cette discussion-là parce que sinon, on en aurait encore pour 3 heures, puis tout le monde dit tout le temps ça, là, mais quand j'ai passé mon entrevue pour travailler au camp, je l'ai évoqué tout à l'heure, là, moi... j'étais pas du tout là-dedans. Là. J'étudiais en communication. J'étais chef d'équipe dans un Redmonds à Pointe-aux-Trembles. Je m'habillais très, 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 très propre. Puis là, j'arrive dans une entrevue de camp où est-ce que, l'hiver n'est pas encore fini. Le monde s'entend en shirt. Tout le monde a des casquettes. Les gens sont en jogging. Tout le monde est super relax. Tout le monde a beaucoup d'entre-gens, plein de belles idées, full d'énergie. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis comme, oups là, qu'est-ce que je fais ici? Et j'ai failli revirer de bord, mais ce qui s'est passé pendant mon entrevue, c'est quelque chose de vraiment spécial que je n'avais jamais vécu. Les 2 personnes qui m'ont passé en interview ont parlé du camp avec tellement de passion et j'ai encore aujourd'hui de la misère à l'écrire. Là. C'était tellement intense comment ils en parlaient, comment ils parlaient des jeunes, comment ils parlaient de la différence que ça faisait,
que la petite sensible en moi a ressorti. Je suis venue les yeux pleins d'eau, puis je me suis dit, ben voyons donc, j'ai jamais pensé que ça existait. Tu sais, je n'étais même pas consciente que ça existait, là, des camps de vacances. Là. Fait que, ouais, mais c'est fou, tu sais, puis de dire Non. que je suis rendue à faire ça, puis je me suis dit, ben Colin, I'll give it a shot parce que j'aimerais ça. Moi aussi, parler avec autant de passion de quelque chose, tu sais. Puis ouais, ça a été un des moments marquants. Puis un autre aussi, on était dans le chalet des animateurs. On venait d'une grosse journée. J'avais fait la première grosse intervention de ma vie d'animatrice, là, si on veut. Puis c'était comme, moi, je m'occupais du camp de jour, mais là, je m'étais occupée du camp de vacances cette fois-là parce que la soirée se passait pas super bien. Puis j'avais pris l'initiative d'y aller, tu sais. Puis le soir après, on était en train de relaxer et tout ça, puis il était rendu comme 2-3 heures du matin parce que la soirée avait été infernale, puis j'étais assise sur le balcon du chalet des animateurs, puis je me suis juste dit que j'étais à la bonne place. Ça m'était jamais arrivé. Je me sentais comme étant chez moi. Puis c'est spécial parce qu'ici, au Corps-Richelieu, l'équipe de gestion habite sur le camp. C'est-à-dire qu'on a notre appartement à l'année. Là. Moi, j'habite ici, juste en haut, ici, là, c'est mon appartement. Mes meubles sont là, mon chat est là, tout est là. Fait que c'est ça. Puis j'étais assise sur ce balcon-là à 3 heures du matin, toute seule. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, ben, je me sens chez moi ici. J'avais jamais ressenti ce sentiment-là nulle part ailleurs. Fait que là, je ne sais même plus c'était quoi la question parce que je me suis laissée... Ah, mais c'est parfait. Tu as répondu parfaitement à la question. Même 2 fois. 2 fois, tabarouette. Parfait. Toi, Marc? Hey, c'est particulier parce que moi, c'est beaucoup dans le sentiment, là. Moi, je suis double immigrant. Je suis un immigrant au Québec, je suis un immigrant au Saguenay aussi. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. Puis Montréal, c'est chez moi, c'est ma maison. Quand tu viens de Saguenay, là, des fois, le monde de Montréal, pour du Saguenay, là, ils sont comme ouais, c'est ça. C'est exactement ça, François. Exactement ça. Ça prend un peu de temps, tu sais. Faut que tu amadoues, faut qu'on t'adopte, tu sais. Bref, les gens sont très gentils, mais moi, ça commence. C'est aussi 2 petites choses, là. Ça commence surtout avec l'équipe permanente qu'on a. À partir de la première journée où l'ancien responsable d'animation était parti, j'avais fini ma formation et tout ça. J'ai une équipe permanente qui est hallucinante, là, qui m'ont tellement fait sentir comme un membre de la famille, là. Comme moi, ma famille habite en France, mes parents habitent en France, j'ai un frère qui habite en France, toute ma famille est en France. Et le Lac Pouce, il s'occupe de moi, tu sais, il s'occupe il s'inquiète pour mes enfants. Si j'ai un problème, j'ai eu des petits problèmes, j'ai eu des petites embûches personnelles, puis c'est le Lac Pouce qui m'a aidé à chaque fois que j'ai eu ces petits problèmes-là. Moi, dans ma vie, j'ai un couple, mes patrons, c'est un couple, mon boss au Lac Pouce, c'est Laval. Puis j'ai une autre job qui est au cégep de Chicoutimi. Je suis le coach de l'équipe comme du cégep de Chicoutimi. Puis mon boss là-bas, c'est la femme de Laval. Fait que ces 2 gens-là s'occupent de moi et de ma famille. Et j'ai jamais vécu ça dans un milieu de travail. Ça m'a marqué. Je vais regarder ça toute ma vie. C'est ça. J'ai jamais eu comme un milieu de travail qui est une famille et qui se font juste accepter ce que tu es à 100%. Et ça, c'est vraiment, pour moi, révélateur. Et je vais être franc avec vous, je n'étais pas sûr que ça existait. C'était un peu comme la licorne. Et deuxième chose, vite, c'est l'été passé, on a un enfant qui s'est planté un bâton dans un tibia. Alors, c'est rentré 5 pouces dans la jambe entre le tibia et le muscle. L'enfant très en contrôle qui est rentré dans le bureau en nous disant « Ah, c'est pas grave, moi, je suis tout le temps dans le bois sur 4 roues avec mon père. » Alors, il dit ça, pas de stress. Et mes chefs de camp sont en train d'un peu de faire « Oh my God, c'est dégueulasse. » Et on est passé à travers cette situation-là avec un calme olympien,
professionnellement. Le kid est en sécurité, toutes leurs étapes, ils t'ont fait ça comme des champions, ils t'ont sorti ça du parc, le bang, 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 bang. Puis moi, j'étais assis là comme responsable de l'animation, en train de boire de ma gourde d'eau, j'ai presque rien fait. Et j'étais comme, man, je suis au bon endroit, ça roule au quart de tour, on sait où est-ce qu'on est, on sait ce qu'on a à faire, puis tout le monde, et le camp fonctionne. Fait que je vous dirais que c'est ça, pas mal, là. C'est pas mal Moi, ça pour moi. on dirait qu'il fallait que tu comptes de quoi de 4 roues, genre à cause du Saguenay, mais aussi genre pour changer de sujet, parce que, mettons, moi, ça m'a tellement ému là, ce que tu as dit là, par rapport à. Puis ça a l'air d'un méchant bon Jack Laval. Là. Genre, Oui. je le connais pas, mais maudit que ce gars-là, il a de l'arsement. Puis tu sais, mais en tout cas, parce que je peux comme pas genre passer à côté du fait que moi, ben, quand mon père est décédé, ben, une chance que le camp il était là pour moi. Tu sais, mon directeur général, Pierre Langevin, que je salue, il a tellement pris ça au sérieux, puis il m'a tellement comme écouté, accueilli, compris, échangé avec moi. Tu sais, je te dirais que, mettons, ça a tellement joué beaucoup dans ce deuil-là. Puis la carte que j'ai eue de signer comme de 60-70 animateurs, puis mon Dieu. Parce que quand je suis arrivé au Saguenay, dans le fond, il y a Billy et Pierre qui sont arrivés dans le centre funéraire que je pensais jamais voir de ma vie. Puis ça m'a énormément touché, puis ça m'a rendu compte que vraiment la famille du camp, c'est vrai là, c'est vraiment, vraiment important, puis ça nous suit toujours. Là. Je vais toujours me rappeler ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, là, c'était incroyable. Là. On est tous rattachés. L'été passé, pendant la pandémie, on a perdu un de nos employés qui s'appelle Maurice. C'est un monsieur d'un certain âge. Il était en train de travailler sur notre aire de jeu qui est tout en bois, qui est complètement fou. Travailler sur le terrain, donner son temps bénévolement. Un homme, une personne âgée, puis il a peut-être Ferland Boileau dans un chalet, puis il faisait 45 minutes de 4 roues pour sortir du bois, puis après ça, il rentrait dans son pick-up, puis il faisait 2 heures de pick-up pour venir travailler bénévolement au Lac-Pouce. Puis il est décédé l'année passée. Tout le monde est allé au salon funéraire sans hésiter parce que c'était comme notre grand-père, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu sais. Ce qui est ingrat avec le monde des camps, puis peut-être que c'est trop personnel dans mon analyse, mais le temps que ça prend avant de te rendre compte que ce que tu vis au camp, dans le fond, c'est pas juste unique au camp. Parce que je me rappelle quand j'étais moniteur, mettons, puis je me disais, ben, il y a le camp, puis il y a la vie à l'extérieur du camp. T'sais. Puis quand je suis parti dans ma dernière année, j'étais en introspection ben trop intense. Je savais que je m'en allais du camp, puis j'étais comme, je réfléchissais juste à ça. Puis à la toute fin, ça a pris 10 ans. J'ai tout été lent. Là. Mais je me suis dit, je me suis rendu compte que dans le fond, ça n'avait pas rapport. Le camp n'est pas une bulle, là, dans le fond. Puis qu'au contraire, c'est ça qu'on doit être tout le temps. Dans le fond, c'est ça qu'on doit être tout le temps. Puis tu sais, l'exemple de Billy, puis Pierre, je trouve que c'est un bon exemple de ça, tu sais. C'est comme, en fait, c'est comment... Puis, tu sais, Chanel, je me suis tellement rejoint dans ta situation de genre, il est 3 heures du matin, puis je sais que je suis à la bonne place, là. Mais c'est juste de... Si tu es quelqu'un du camp, puis tu nous écoutes en ce moment, juste de comprendre que comme tu peux continuer en dehors du camp. Fais-le vivre en dehors du camp, c'est ça qui est important. C'est ça la vraie mission du camp, dans le fond. C'est pas tant de le faire vivre sur ton site, c'est que quand tu ressors, peu importe le métier que tu vas avoir après, peu importe tes expériences de vie, prends ce que tu as eu au camp, fais juste l'appliquer dans ta vie normale, puis tu vas te rendre compte que les deux peuvent vivre ensemble. T'sais. C'est ça qui est vraiment cool de notre milieu. Et tu te rends compte que ben, ta job, c'est plus une job. T'sais. Moi, mon père, mes parents ont passé ma jeunesse à me dire trouve-toi quelque chose qui n'est pas une job et que c'est juste le fun y aller le matin. Moi, quand je me pointe au Lac-Pouce le matin, c'est génial, man. C'est malade. Là. Il y a la marmotte qui court partout, le renard qui essaie de la bouffer, la forêt partout. Toujours quelque chose de rocambolesque. Mais c'est drôle qu'on parlait de ça parce que justement, tantôt, Julie, la directrice du camp et moi, on parlait de ça justement que parfois, c'était difficile. Ben, c'est pas difficile, c'est que c'est spécial les interactions qu'on a. T'sais, nous, on est juste deux
au bureau, en grande majorité du temps. Mhm. On habite l'une en dessous de l'autre. Ça reste que c'est ma boss. Mais on a développé des liens d'amitié aussi. Ça arrive des fois que les vendredis soirs, on joue à des jeux de société ensemble, on va faire nos courses ensemble. Puis ça rend, je pense, c'est un peu comme vous avez dit, là, voir que c'est possible d'avoir un emploi où est-ce que ton milieu de vie, c'est ton travail, mais c'est aussi ta maison, tu sais. Puis c'est ça, Guillaume, tu l'as dit un peu tantôt, ça rend ça personnel, en fait, parce que parfois, quand il y a des petites frictions ou il y a des choses qui sont difficiles, c'est encore plus dur parce que c'est pas juste ton collègue de travail. C'est une personne avec qui tu vis et tu interagis de façon régulière. Fait que là, il faut que tu sois capable de mettre certaines choses de côté pour aller dire « Hey, je me suis pas senti bien » ou « Hey, je m'excuse, je sais que je t'ai fait de la peine. » Tu peux pas juste mettre ça derrière toi quand tu rentres chez vous le soir parce que nous autres, chez nous, c'est le cas. Et on se fait constamment, pas déranger, je ne vais pas dire ça comme ça, mais interpeller. Quand arrive sur le camp, il est 8 heures le soir, quelqu'un rentre sur le camp. Même mes souliers, je m'en vais voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis des fois, ça te tente pas toujours. Comme un peu, je disais tantôt quand tu vas à l'épicerie, ça te tente pas toujours d'être souriante, mais tu le fais, tu sais. Puis c'est ça. C'est vraiment spécial parce qu'il faut réussir à mettre l'orgueil de côté, puis justement se parler, puis apprendre à vivre ensemble, parce que c'est ça le cas, en fait, là, c'est apprendre à vivre ensemble. Puis effectivement, Guillaume, tu disais, ça se transporte à l'extérieur du camp. Justement, la façon qu'on interagit avec ses collègues de travail, au camp, ça fait que c'est pas la même chose qu'un autre travail. Mais ça se peut que dans un autre travail, les relations soient semblables à celles des relations de collègues entre les camps. C'est juste pour penser à comment on travaille avec les gens à l'extérieur. Puis moi, je trouve ça bien gros spécial. Puis je trouve ça drôle qu'on parle de ça parce que justement, Julie et moi, on discutait de ça pas plus tard qu'il y a quelques heures. C'est ça que tu allais dire. Elle est juste à côté, puis elle veut vous dire bonjour. En plus, habituellement, c'est tout à fait ce qui se passe. Puis là, je viens de la voir rentrer. J'ai comme voulu l'interpeller, mais à monter les escaliers, je pense qu'elle m'a pas vu. Voilà. Mais ça aurait pu qu'à ce point ici, puis qu'elle dise allô. Puis en plus, on est dans des univers où quand on a fini de travailler, on peut se croiser. Nous, on se croise au village ou tu te croises fait qu'en dehors du travail tout le temps pareil. Exact. Et c'était vraiment cool comme épisode. Pour moi, on a jasé de plein d'affaires super différentes. Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime autant les épisodes de Camp Région. Là, ça revient souvent justement l'aspect de spiritualité ou encore des différences économiques. Bref, c'était vraiment super plaisant. Avez-vous aimé ça, votre expérience? Oui, vraiment. Moi, je ne m'attendais pas à ça cette semaine, donc ça a été vraiment le fun. Puis en plus, tu sais, Marc, puis en tout cas, toutes vous, on s'était un peu vus vite là, dans des Zooms, dans des réunions, mais c'est le fun de prendre le temps de juste discuter un peu plus légèrement que d'autres choses que les protocoles de la COVID et tout ça. Là. Donc, c'est le fun de rencontrer d'autres gens qui vivent des réalités qui sont similaires aux nôtres, en fait. Ouais, c'était génial. Merci de l'invitation. Super agréable. J'aurais pu continuer à parler de ça pendant des heures avec vous. Moi, j'ai hâte de refaire de l'impro avec toi aussi, Marc. Hey, moi aussi, j'ai hâte de refaire de l'impro avec toi, François. Je m'ennuie, là. My God. Vas-y, François. Ah non, vas-y. J'allais juste dire un gros merci aussi. Puis aussi, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Le Lac Pouche, je le connaissais déjà. Marc, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'était parlé l'année passée dans une discussion de crise de RH, tout ça. Puis ça m'avait bien gros captivé, mais je connaissais zéro. Là, je me dévoile, Richelieu, je ne le connaissais pas. Puis, pour les gens qui nous écoutent, là, allez voir sur YouTube Camp Richelieu ou Facebook. Allez voir les vidéos qu'ils ont faites pour leur campagne de financement de la dernière année. Ce vidéo-là pourrait être envoyé au ministère pour faire comprendre l'importance des camps. Il est parfait. J'ai vu le vidéo et j'ai fait « On amène Chanel dans l'épisode! » La gang à Rich! La gang à Rich! Puis pour vrai, c'était... Ouais, la gang du Rich! Ouais, la gang du Rich! Merci de... Ouais, mais sincèrement, c'est vraiment un bon témoignage. Puis comme, oui, ça parle de votre réalité, de ce que vous avez besoin, mais je trouve que ça fait une belle vitrine pour l'ensemble des camps. Un gros merci, honnêtement. Puis on aurait fait ça pendant 3 heures, c'est trop facile. Là, mais on perd du monde après 2 heures d'écoute. Là, fait qu'on va vous demander tout simplement de quitter la conversation, puis nous, on va boucler ce délicieux podcast régional. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Bon été aussi. À vous aussi. Bye, bon été. Aussi, bon été. OK! Oh mon Dieu, mais écoute, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme une petite longueur, tout ça, mais pour vrai, J'adore ça, man. Oh, c'est ça qu'on fait des podcasts.
Vraiment, vraiment bon. Puis pour vrai, je m'excuse là, pour les gens là, que j'ai comme créé une émotion à la fin. Il fallait que je le dise. Je trouvais que Marc, il avait tellement mis le doigt sur des choses des fois qu'on vit dans notre travail. Puis tu sais, après quand même plusieurs années à vivre dans mettons, des péripéties de camp de vacances où ce qu'on, mettons, à 1 h du matin, te faire appeler par ton collègue, let's go, on répare l'électricité. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Mais bref, non, ça m'a fait du bien, en tout cas, de parler Ouais, de non, ça. c'était vraiment un bon épisode. Vraiment un bon épisode. Fait qu'on on remercie tout le monde. J'espère que vous avez écouté au complet. Ça fait quelques épisodes là, que vraiment les 15-20 dernières minutes, on bifurque complètement dans autre chose. Mais c'est vraiment intéressant, sérieux, c'est vraiment bon. Fait que n'hésitez pas à partager, faire connaître notre podcast. Les choses vont bien pour nous en ce moment, on est contents. Puis sinon, ben, on vous rappelle, si vous êtes encore à l'écoute, que mardi prochain, on est en live avec Expérience Loisirs. On va mettre ça un peu partout pour que vous sachiez comment nous rejoindre. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, François? Absolument pas. Je suis super content Parfait. que ce podcast-là prenne vie, puis que, ben, en fait, soit en vie, puis que les gens s'y intéressent. De là même à nous écrire, participer à l'épisode. Super choyé. On a eu des super bonnes propositions. C'est sûr que l'épisode des camps région va revenir. On a des gens à inviter. Donc, merci et c'est ce qui met fin à cet épisode du podcast Quand c'est l'été. Bye.